Bonsoir, bonsoir. Voilà, moi je m'appelle Alain, c'est moi qui vais un peu animer ce forum ce soir, donc bienvenue dans cette magnifique salle. Vous avez vu qu'on a équipé exprès avec des fauteuils époque Jean-Paul II, je pense. En tout cas, on est prêt. Voilà, alors donc déjà, je voulais juste vous spécifier peut-être... bon, déjà, moi, pourquoi j'ai accepté? Parce que je me suis dit, je vais apprendre plein de choses. Accepter ce boulot, c'est un boulot. Je me dis, je vais apprendre plein de choses. Bon, je sais déjà pas mal de choses, j'étais à l'école à Saint-Bernard. Mais quand même, je pense que vous aussi, ici, vous en êtes pas mal à apprendre pas mal de choses. Beaucoup sont au fait du sujet, bien évidemment, d'autres un petit peu moins. Donc pourquoi sommes-nous ici? Je vous dis ça en cas parce que si quelqu'un se lève en se disant « Ah, je me suis trompé, je voulais aller à Glun voir les visiteurs 3, je me suis trompé de salle », personne, tout le monde est là. Alors voilà, je vais vous le dire, j'ai pris mes anti-sèches. L'objectif de ce forum est de permettre aux acteurs de la société civile de s'approprier le projet d'agglomération Pays Basque, d'en mesurer les enjeux et de pouvoir en débattre. Pour le Conseil de développement favorable à l'EPCI, il s'agit aussi de contribuer à l'élan positif autour du vote sur l'EPCI. Donc on sait, le Conseil de développement est pour, donc c'est pour ça qu'il vous a convié ce soir. Donc, déjà, il s'agit d'un forum participatif, donc tout le monde va pouvoir participer, poser des questions. On peut les poser aussi en basque, évidemment. Bon, le français est peut-être plus pratique, mais en tout cas, il y a une traductrice, il y a des casques. Je sais qu'il y a beaucoup d'élus dans la salle. En même temps, c'est quand même la société civile, donc priorité, j'espère que tous les participants à la société civile, nombreux ici, prendront la parole. On va peut-être commencer déjà quand même à accueillir quelqu'un qui va nous expliquer un peu ça. Donc, il s'agit de la présidente, quand même la présidente du Conseil du développement. Alors vous la connaissez parce qu'elle est chef d'entreprise. Elle est à la tête du Conseil du développement depuis pas mal d'années. Elle était là aussi bien avant. Bon, c'est aussi une adepte du yoga. Enfin, elle fait plein de choses. Elle est musicienne. Donc on va la faire venir parce qu'elle va vous expliquer un petit peu. Ah ben tiens, la voilà, mais quel hasard. Donc Caroline Phillips, vous la connaissez. Elle est à la base du forum de ce soir, donc il était important de l'entendre. Ah. Caroline, ce soir, on ne chante pas. Oui, Non, la dernière parce fois que que vous j'étais savez dans comment cette aller. salle, c'était pour chanter Barcatou. Merci d'être venu. Donc, nous avons beaucoup de secteurs représentés ce soir, l'économie, la culture, mais aussi le sport, les institutions. Donc, je suis vraiment très heureuse de vous voir si nombreux. Donc, ce soir, c'est l'espace d'expression donc, de la société civile. Pour que la société civile puisse appréhender les enjeux et aussi le projet de l'agglomération, parce que donc on entend parler dans les journaux, dans les médias, donc du projet de l'agglomération, mais ce soir nous avons les élus qui ont élaboré donc ce projet, qui vont en discuter donc avec nous et nous expliquer comment ça va se passer. Alors moi déjà, comme je suis curieux, bon, je sais un petit peu. Déjà, vous êtes au conseil de développement depuis quoi? Une quinzaine d'années déjà? Non, ça fait 20 ans. Ah oui, ça fait 20 ans. Voilà, ça fait 20 ans. Et donc, en fait, le Conseil de développement regroupe ce qu'on appelle la société civile organisée. Donc, KESACO, en fait, ce sont des fédérations, des associations, des fédérations, des associations, des fédérations, des fédérations, des chambres consulaires, des syndicats de salariés, des syndicats donc patronaux, mais aussi des institutions, des administrations. Voilà, un peu dans tous les secteurs. Nous avons 130 membres. Donc, et son rôle, moi j'aimerais bien, son rôle, voilà. Oui, j'aimerais bien. Merci. Voilà, merci. Donc, dans tous voilà, les secteurs. Allez, on dit qu'on ne lit pas, d'accord? Voilà, on ne lit pas, donc ok, très bien. On dit qu'on s'adresse aux gens et qu'on s'en fiche. Ah Allez. Bon, d'accord, ok. Bon. Non, mais c'est le rôle. Non, je blague. Caroline, moi, ok, vraiment, donc en fait, nous avons 130 organisations. Et qu'est-ce que nous faisons? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le conseil de développement, vous faites... En fait, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va débattre de différents sujets qui sont super importants sur ce territoire, c'est-à-dire on va débattre de tous les sujets. Par exemple, on va rendre un avis sur le patrimoine naturel le mois prochain. Voilà, on va faire un diagnostic et puis on va mettre ensemble tous les acteurs autour de la table voilà, pour travailler et rendre un avis. Cet avis, en fait, on le donne à nos chers élus. Et on formule en fait des propositions. Et c'est ainsi que l'on travaille ensemble depuis 20 ans. Donc, comme Sylviane Allo aime dire, donc, de pied, donc la société civile et les élus, main dans la main, on construit ensemble le projet de territoire.
Bon, mais qu'est-ce qui se joue là? Parce que si on est là, il y a bien une raison. Qu'est-ce qui va se jouer en fait dans les prochaines semaines? Il se joue en fait l'avenir du Pays basque, l'avenir institutionnel donc, du Pays basque. Voilà, il va sans dire que depuis un certain nombre d'années, à peu près 200 ans, depuis 3 générations, il y a quand même une revendication pour une reconnaissance institutionnelle. Et c'est la première fois voilà, on va dire qu'il y a la convergence du cœur et de la raison. Voilà. Mais alors, d'accord, mais alors vous êtes positionné résolument pour, donc je pense qu'on va en débattre, on va en parler ce soir, il y a peut-être des gens qui sont contre, etc. Je pense que j'aimerais bien que vous me donniez quand même les raisons principales, celles du cœur qui font que c'était pour vous une évidence. Ok. Tout d'abord, c'est pour une raison pragmatique. Voilà, donc il est évident qu'avec 10 institutions donc, sur le Pays basque, il faut toutes sortes de structures pour aider ces institutions à travailler ensemble. Donc c'est vrai qu'avec une institution unique, ça va être plus facile de créer des politiques à l'échelle de tous les territoires. Par exemple, si vous prenez le transport, alors ça c'est toujours donc, mon problème parce que je suis à l'Entrecote, à Villefranca, et j'ai passé toute l'enfance de ma fille et son adolescence à faire des allers-retours en bagnole parce que il y a un bus mais qui est à Saint-Pierre, 2 fois donc je l'amenais, après prenez le bus jusqu'à Bayonne, après à changer. Enfin, c'est la vie de tous les parents que nous avons ici assis, n'est-ce pas? Voilà. À l'échelle territoriale, on pourrait avoir des politiques de transport, des politiques économiques, et puis aussi peut-être rééquilibrer, on va dire, ce qu'on appelle la réciprocité territoriale, faire en sorte à ce qu'on travaille beaucoup plus avec la côte, l'entrecôte et l'intérieur. Ça me paraît clair. Mais alors, par contre, quelque chose... Ah bon, c'était clair? Moi, ça me paraît clair, en tout cas. C'est clair que vous êtes clair, mon cher Caroline. Maintenant, j'ai quand même une question, enfin, c'est pas une question, mais c'est quand même bizarre. Vous m'avez parlé de société civile. Quand vous m'avez appelé, vous m'avez dit, oui, on a besoin de quelqu'un qui vienne. J'ai dit, très bien, il y aura des gens de la société civile. Et tout de suite, je vois marqué, un élu, 2 élus qui viennent parler. Donc, en fait, c'est pas un problème, ça. C'est parce que... Ils ont besoin d'être là, ils sont... Alors oui, il faut aussi dire qu'il y a beaucoup d'élus qui travaillent aussi. Donc les élus, il y en a beaucoup d'élus qui sont société civile et élus. Donc ça c'est important de le dire. Voilà. Mais ils sont là parce que c'est eux qui ont travaillé sur le projet de territoire. Et donc j'ai demandé à nos élus et donc au Conseil des élus de venir pour répondre aux questions que la société civile peut avoir et puis aussi de présenter les différentes compétences qui vont être exercées au sein de l'EPCI. Bon, on va peut-être appeler quelqu'un qui va un petit peu synthétiser tout ça, ce qui va se passer, ce qui s'est passé. Oui, on va quand même appeler Jean-René Etchegaray, ça me paraît logique, qu'on voit un petit peu une présentation globale du projet. Je pense que vous avez l'habitude. Bon, puis quand on est président du Conseil des élus depuis, depuis 20 ans, c'est ça à peu près ça? Président, oui, depuis 20 ans, comme ça, c'est ça, oui. Non? Non, pas depuis 20 ans, mais bon, c'est pas grave. Non, mais vous êtes majeur comme elle? Si vous êtes majeur, vous avez depuis le droit. quelques dizaines d'années aussi. Surtout, vous avez un peu piloté l'ensemble de la réflexion. Là, avec les 200 élus locaux, il y a eu quand même du boulot, il y a eu les rencontres d'Asparin. Enfin, tout ça a quand même posé de sérieuses bases, j'imagine. Absolument. Bon, c'est un travail assez exceptionnel, puisqu'au fond, c'est la première fois qu'on a la possibilité, tous les élus du Pays basque, de pouvoir parler ensemble de l'avenir de notre territoire au regard de ce qu'est une réforme territoriale qui concerne l'ensemble de la France. Parce que pour la première fois, alors même que ce territoire réfléchit sur son avenir depuis plusieurs dizaines d'années, c'est la première fois qu'on a une réforme territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale, donc le PCI, la première fois qu'on a une proposition qui nous est faite par l'État, qui est effectivement de faire en sorte que nous ayons une organisation institutionnelle correspondant à l'échelle du périmètre historique du Pays basque. Alors justement, vous parlez de PCI, je pense qu'il est temps justement de... Bon, je pense que la moitié des gens, même plus, sont vraiment au courant, mais c'est quoi en fait? Soyons clairs, le PCI. Le PCI, c'est une institution. Il y en a beaucoup dans ce pays qui est d'ailleurs qui n'est pas avare de la création d'institutions, car nous sommes un des pays les plus compliqués sur le plan institutionnel. Et d'abord, nous sommes un des pays à avoir le plus grand nombre de communes. La France, à elle seule, a autant de communes que l'addition de l'Europe. Ce qui est assez extraordinaire, et même d'ailleurs que des États-Unis, si on considère effectivement que la plupart des communes là-bas sont évidemment de grandes communes. Donc nous avons un morcellement dans notre pays qui est dû à notre histoire. Il y a un fait communal qui est extrêmement fort. Maintenant, il est aussi tout à fait évident que les communes ont été amenées depuis déjà quelques dizaines d'années
20 ans en fait, à s'organiser, à se regrouper en intercommunalité, ce qui est déjà le cas, pour pouvoir mettre en place un certain nombre de dossiers importants et de régler des questions de politique publique. Caroline parlait il y a un instant de la mobilité. Bon, il y a 20 ans, on ne se posait pas des questions de mobilité comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la question de la mobilité est au cœur des politiques publiques. Or, aucune commune ne peut, à elle seule, quelle que soit sa taille, régler ce sujet-là. Donc, ces communes sont obligées de se retrouver, de se regrouper, et c'est la raison pour laquelle on a créé des premières intercommunalités. Mais il y a eu un temps de l'intercommunalité qui est la première ère des intercommunalités. Et puis, on passe aujourd'hui dans un deuxième temps où on se rend compte que nos premières intercommunalités ne sont pas à l'échelle pertinente pour régler les questions que nous avons à solutionner. On est clair, ça ne se passe pas seulement au Pays Basque, c'est pour toute la France. C'est une réforme territoriale qui concerne toute la France. Ce qu'il y a de particulier chez nous, c'est que la proposition que nous fait le préfet, c'est de créer une intercommunalité correspondant à ce qu'était le pays. Parce que le Pays Basque est pays avant même que le pays juridique n'ait été créé. Parce que c'est Voynet qui a créé les pays, et elle l'a d'ailleurs créé par une loi qui a elle aussi près de 20 ans. Eh bien, ce pays a été créé sur le modèle basque. Alors, nous sommes ici, et d'ailleurs, à Paris, on nous le dit assez souvent, une espèce de laboratoire, un lieu où on se pose des questions d'organisation avant que d'autres territoires arrivent à le faire. Alors, c'est pour ça d'ailleurs, et c'est un petit peu le reproche qu'on nous fait, c'est d'avoir posé beaucoup plus de questions qu'on a trouvé de solutions. Eh bien, moi, je trouve que lorsqu'on se pose beaucoup de questions, c'est rassurant. Parce que ça veut dire que nous sommes suffisamment mûrs pour voir les problèmes. Et le Pays Basque a cette capacité-là, justement. Alors justement, maintenant on y est certainement, le vote est proche. Quelles seront les grandes compétences de ce nouvel PCI? Est-ce que ça va énormément changer par rapport à ce qui existe déjà? Alors, mécaniquement, le nouvel EPCI aura forcément les compétences que la loi imprime. Donc, on ne pourra pas faire autrement que cela. Mais il faut surtout, finalement, considérer que l'addition des 10 EPCI aboutira au fait que les compétences actuellement exercées par les EPCI seront exercées par l'EPCI unique. Et bien évidemment, les compétences obligatoires qui sont essentielles, qui sont celles de l'économie, on en parlera tout à l'heure, celles de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat, celles également de la mobilité. Et nous se trouve que nous avons, concernant notre territoire, un certain nombre de sujets sur lesquels nous nous sommes déjà mobilisés depuis longtemps, c'est la culture et la langue basque, ce qui nous vaut d'ailleurs aussi d'avoir créé ici, et c'est nulle part ailleurs que l'équivalent ait été créé, c'est l'Office public de la langue basque. Non pas que la langue basque ne concerne évidemment pas d'autres territoires de la France, mais il y a d'autres territoires en France où on aurait pu imaginer que des initiatives de même nature puissent exister. C'est ici qu'effectivement ces choses-là se sont mises en place. Et donc, nous avons nécessairement, pour ce qui concerne notre territoire, à réfléchir au-delà même de ce que sont les compétences obligatoires de la loi, au sujet dont on estime qu'effectivement qu'ils doivent être portés par l'intercommunalité. Ça a été l'objet du travail extraordinaire qui a été mené par ces ateliers qui se sont réunis à Hasparren, qui ont réuni près de 200 élus, à raison de 5 ou 6 réunions par atelier, il y en a eu 8 au total, et qui ont effectivement tiré un certain nombre de conclusions, et ce sont d'ailleurs ces conclusions qui seront présentées dans quelques instants. Bon, vous avez parlé de la langue basque, évidemment, on va rentrer un petit peu au cœur du sujet tout à l'heure, dans des thèmes où il y aura des questions. Je pense qu'on pourrait, peut-être M. Alain Riard pourrait nous... Allez, M. Riard, je vais venir vous voir. Je vais venir vous voir, que vous nous parliez un petit peu de vos compétences, mais déjà que l'organisation, jeune homme, comment sera organisé le PCI déjà ? Alors la loi dit une chose, mais finalement elle va pas très loin. Elle dit que le nouvel PCI, c'est-à-dire le rassemblement et la fusion de nos 10 intercommunalités, donc sera géré par un conseil communautaire de 232 membres. Donc ça, tout le monde l'a entendu. On a dit que c'était ingérable, ingouvernable. Donc la loi a dit cela, et elle dit bien sûr qu'il fallait un président et 15 vice-présidents. Donc les élus, à partir de ce constat-là, ont dit qu'il fallait respecter d'abord la loi pour que le dispositif ne soit pas remis en cause, ceci est important dans le cadre de recours, et qu'il fallait bien sûr pouvoir travailler au quotidien, puisqu'on voit bien qu'une assemblée de 232 personnes ne pouvait pas se réunir toutes les semaines ou tous les mois. La chance de cette organisation à 232, c'est malgré tout que toutes les communes du Pays Basque sont représentées, y compris la plus petite. Toutes les communes du Pays Basque. Et c'est important parce qu'on est au niveau de l'intercommunalité. Ensuite, les élus ont dit
il faut bien sûr des organes qui fonctionnent. Donc, créer une commission permanente où donc on a repris les populations des différentes communautés de communes et on a attribué un certain nombre de postes par communauté, puisque un certain nombre d'élus disaient, en particulier des grandes villes, qu'ils n'étaient pas suffisamment représentés. Donc il fallait trouver cet équilibre entre les territoires et la population. Donc les élus ont dit, oui, d'accord, il faut que la population soit représentée, mais il faut aussi que tous les territoires existants, que ce soit les petites communautés de communes, par rapport à la population et non pas par rapport à la qualité, comme Abicoussé, comme Bidache, comme Ostibaré, puissent être représentés. Voilà. Et donc, il fallait que dans cette commission permanente, ces communautés de communes qui existent et qui ont une histoire puissent être représentées par au moins 2 représentants. Et il en va de même pour le bureau, qui lui aussi sera pris en fonction de la population, mais qui permet à toutes les collectivités actuelles de continuer d'exister et de siéger au sein de ce bureau. Comment va s'articuler le lien un peu avec tous ces territoires locaux ? Alors les élus ont voulu que ces territoires continuent d'exister. Alors ils vont continuer d'exister d'abord puisqu'ils sont représentés au sein de l'institution, ça c'est important, c'était la volonté commune et d'ailleurs acceptée par tous, il faut le dire au cours de ces ateliers. Et ils vont exister aussi dans l'exercice des compétences. Parce que le PCI va prendre en charge un certain nombre de compétences majeures, que ce soit la mobilité dont a parlé la présidence, les langues et culture, le développement, l'aménagement du territoire, le développement économique, des compétences majeures qui nécessitent le rassemblement de ces 10 intercommunalités pour être plus efficaces, pour mener des meilleures politiques publiques sur le territoire. Mais il y a aussi des services à la population qui étaient prises en charge par les différentes communautés de communes et que les élus veulent toujours exercer à proximité des communes et sur les territoires existants. Donc le lien se fera par l'exercice de ces compétences sur les territoires historiques, si on peut les qualifier de ce type. En tout cas, c'est un beau programme. Alors justement, merci messieurs. C'était vraiment une très belle entrée en matière. Alors, tout à l'heure, on va poser pas mal de questions, on va ouvrir le débat et sur chaque thème un peu particulier. Mais là, je crois que vous avez préparé une vidéo de personnalité, de la vie économique, de la vie sociale, en fait, de la vie, quoi. Et ils ont voulu s'exprimer. Je pense que voilà, ils ont voulu se la jouer collectif. C'est assez intéressant. Donc, je vous propose déjà de les regarder et puis ensuite, on va un petit peu rentrer dans le cœur du poulet. Le fait d'avoir une entité unique administrative pour gérer le territoire du Pays Basque, toutes ces associations. Le fait d'avoir une entité unique administrative pour gérer le territoire du Pays Basque, toutes ces associations, toutes ces organisations qui sont en place, qui déjà travaillent au niveau du territoire total, au lieu de s'adresser à 4 ou 5 agglos, va s'adresser à une seule agglo. Ce qui est offert aujourd'hui à ce territoire, c'est de donner une réponse finalement à une question qui se pose depuis très longtemps. Comment favoriser l'unité de ce territoire? Et là, on propose une structure administrative unique. Bah, quelle chance, il faut la prendre. Tout le monde a une voix à porter, tout le monde aurait cette voix à porter. Donc tout le monde aurait un élu, toutes les communes, donc de la plus petite à la plus grande. Donc ça, évidemment, après en fonction du nombre d'habitants, tout ça, bon, ça ok. N'empêche que tout le monde peut être représenté, peut avoir quelque chose à dire. Dans la mesure où on entend et on peut entendre tout le monde, l'institution, elle devient intéressante. Les uns seront dépendants des autres. On ne peut pas voir aujourd'hui la chose, je pense, différemment. Ce serait dommage. Et aujourd'hui, c'est une chance d'avoir un outil. Alors, c'est peut-être pas la solution idéale, c'est pas l'objectif final, c'est pas la... Voilà, on n'est pas dans un film américain, hein, mais le tout, c'est de voir que c'est un outil dans lequel on peut tous se reconnaître, qu'on peut tous construire. C'est une réalité qu'il faut saisir. Hein, je ne pense pas qu'on ait eu souvent par le passé l'occasion de saisir une telle opportunité, donc il faut que ça soit acquis, quoi. Il faut y aller convaincu, il faut y aller avec des idées. Et pour moi, c'est déjà une réalité. Voilà, donc il ne faut pas attendre l'échéance, il faut déjà s'inscrire et puis s'impliquer et puis penser
de façon large aux autres aussi. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que tout le monde a compris le bien fondé, on va dire, de cela. Simplification, authenticité, et le Pays Basque a toutes les qualités à partir du moment où effectivement on se regroupe, on s'écoute et on arrête de se regarder le nombril. Il semblerait par rapport à la grande région qui regroupe désormais le Limousin, on est bien d'accord, les Charentes et l'Aquitaine, donc la plus grande région territorialement de l'Hexagone. Et c'est peut-être par rapport à ça que si le PCI se fait, la décision se fera très très bientôt, l'union faisant la force, il me semble qu'il faut faire un bloc tous ensemble plutôt que jouer éparpillé par rapport aux décisions de là-haut. Voilà. Donc il va de soi que je suis pour le PCI. En plus, beaucoup de villages du Pays Basque intérieur dont je fais partie de Helette sont d'accord. Et moi j'abonde toujours dans le sens des plus petits. Gagner en cohérence dans ce qui est de gérer les différentes questions qui concernent le développement territorial, comparativement donc à la gestion territoriale qui existait via les intercommunalités précédentes ou les différents syndicats mixtes qui quelque part atomisaient un peu les énergies, les moyens à l'échelle d'un Pays Basque et ne permettaient pas pour autant donc d'avoir un portage collectif et fort des enjeux, des atouts du territoire Pays Basque. Avoir un interlocuteur à l'échelle du Pays Basque, pour moi, ça serait un atout pour construire quelque chose de solide pour l'enseignement supérieur et la recherche sur la côte basque. La deuxième aire urbaine de la grande région est sur la côte basque, et la côte basque est probablement 7e ou 8e en termes d'aire d'enseignement supérieur et de recherche. C'est un positionnement qui est incompréhensible. On ne comprend pas comment on est dans une situation de ce type. Et pour ma part, je dirais, je ne comprends pas comment on ne soit pas alerté par une situation de ce type. Parce qu'un territoire de cette dimension-là, de ce poids-là, qui n'a pas un enseignement supérieur de qualité, prend des risques sur son développement économique dans le futur. Le PCI Pays Basque, ça représente véritablement une opportunité pour l'IUT de Bayonne et du Pays Basque, à la fois en termes de force, de proposition dans la nouvelle grande région. Et puis, a priori, ce sera plus simple de soutenir des nouveaux projets dans ce cadre-là, dans le cadre de la politique de formation de la grande région et de la politique d'apprentissage. C'est vrai qu'on a déjà une vision un peu double du territoire, quoi. On en parle souvent avec Shimoun sur ce qui existe sur la côte. Et d'ailleurs, on voit très bien les comportements des lycéens sur la côte et les comportements des lycéens à l'intérieur. Et quand on nous a parlé de PCI pour la première fois, on s'est dit c'est l'occasion peut-être de réunir ces deux mondes et de faire qu'il y ait une vraie stratégie sur l'ensemble du territoire. Oui, il y a plein de forces sur la côte, mais il y a aussi plein de forces à l'intérieur. Aujourd'hui, on a des intérêts à défendre parce que l'emploi ici est détruit par l'usurpation de notre image de marque, par exemple, et on n'a personne à nos côtés pour défendre cet intérêt-là et défendre nos intérêts qui nous sont propres. Deuxièmement, je le vois comme un facteur de développement très important, facteur économique, développement économique, mais pas uniquement, développement culturel, rayonnement d'image, développement intellectuel, de recherche, de formation. J'avais été frappé lors d'un salon à Paris qui rassemblait, je dirais, un petit peu toutes les régions de France. C'est un salon touristique. On voyait des régions bien établies où tout le monde était sous la même bannière, la Bretagne, les Alpes, bon, tout le monde était là. Et au Pays Basque, il y avait 4 acteurs aux 4 coins du salon et chacun dans son petit coin. Donc ça, c'est quelque chose qui m'avait frappé. Donc, est-ce qu'il y a... Alors, les choses ont évolué depuis, mais est-ce qu'on a été au bout de cette démarche-là? Est-ce qu'on peut beaucoup améliorer et travailler ensemble, et les politiques et l'économie pour donner une vision plus forte du Pays Basque? Je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire et que ça, c'est très positif et très encourageant parce que le futur passe par là, bien sûr. La question agricole, c'est la question qui relie tout le Pays Basque. C'est le trait d'union, c'est la graffe entre la montagne et la côte, entre les paysans et les consommateurs. La question agricole n'est pas qu'une affaire de paysans, n'est pas qu'une affaire de l'intérieur, c'est l'affaire de tout le monde. L'alimentation, le paysage, l'aménagement du territoire, la qualité de l'eau, la biodiversité, ça concerne tout le monde.
ça concerne tout le monde et l'agriculture est au centre de ces problématiques. La société civile, vous savez, il y a des mots, en ce moment il y a un peu une crise du politique, c'est-à-dire que les gens font de moins en moins confiance aux politiques, à tort ou à raison, mais la société civile, ça ne reste que des mots si on n'y met pas les hommes. Donc bien sûr, les hommes qui composent notre Pays Basque, que ce soit dans les métiers de l'industrie, dans le tertiaire, dans le sport, dans tous les métiers du tourisme, parce que c'est une ville du tourisme, de la gastronomie, on a besoin de ces gens-là, mais je ne pense pas qu'il faille les dissocier des élus, et je crois qu'il faut travailler en harmonie avec les élus, les gens de la société civile. Je crois que se mettre autour d'une table, discuter, et surtout ouvrir cette table et pas la laisser entre gens bien pensants, entre guillemets. Je crois qu'il faut ouvrir les portes à tous les niveaux, et pour avancer, je crois qu'il y a un beau projet, mais je suis à peu près sûr je pense que ce sont vous les l'avez hommes coupé, qui le mettront. mais je suis sûr qu'ensuite Vincent disait « Vous inquiétez pas, l'avion va remonter », c'est ça? Ça a été coupé? Bon, mais c'est dommage, mais je suis sûr qu'il a dit ça. Bon, mais on y est, hein, l'emploi, la formation, je pense à l'économie, je pense que c'est quand même des vecteurs essentiels pour le développement du Pays Basque. Donc, on va peut-être appeler quelqu'un. Alors, oui, vous êtes un élu. C'est quand même un élu, c'est le maire de Mauléon. C'est aussi chargé de l'économie à la communauté de communes de Soule. Mais c'est quand même surtout un PDG, un patron d'une grosse boîte au cœur de la Soule. Donc, Michel Chebest, venez nous voir. Allez, venez. Vous avez même le droit de vous asseoir sur les fauteuils mochés Faubois. Non, tenez, venez. Tenez, comme vous voulez. C'est bien, c'est parce que vous êtes quand même au cœur du sujet. Je crois que ça doit marcher. Hein. Ça marche. Parce que Arsainac, c'est quand même quelque chose. Et puis, ça implique des transports, mais ça implique surtout l'emploi. C'est un vecteur économique important en Soule. Alors justement, comment on s'organise ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va mener pour vous concrètement quand on a une société comme la vôtre, multifacette, haute technologie? C'est pas trop le genre de la maison de parler de la maison. Mais, oui, mais c'est quand même un cas unique. unique. Non, mais une entreprise, c'est pas un cas unique, justement. C'est ça que je voulais dire. Des entreprises, il y en a quand même tout plein. Il y en a plein sur la côte, mais il y en a plein sur le Pays Basque intérieur. Il y a un maillage important de plutôt PME, c'est-à-dire capital très local, voire familial, qu'on pourrait presque opposer à quelques très grandes sociétés qu'on voit arriver sur la côte. Mais bon, globalement, c'est un tissu, c'est un maillage riche. Et c'est pas... alors il y a des contraintes, mais je pense qu'on a aussi les atouts qui viennent contrebalancer ces contraintes-là. Et c'est pour ça qu'elles existent. Si ces entreprises n'étaient pas viables, elles ne seraient pas là, elles seraient ailleurs. Et donc, voilà, on trouve quand même des raisons de faire plutôt que des excuses pour se lamenter. Mais justement, quelles sont votre orientation? Vous étiez, vous, à Hasparren, vous avez travaillé un petit peu. Si vous êtes là, c'est que vous y croyez. Vous savez déjà ce que ça peut vous amener? Simplification? Oui, moi je sais ce que ça va m'amener, mais est-ce que je suis objectif? Ça, c'est autre chose. Mais la question, quand même, elle est quand même dans chacune des entreprises, que chacune des entreprises fixe sa stratégie. Ensuite, il faut qu'elle trouve le terreau favorable. Ce que ça va m'amener, cette PC unique, c'est le terreau favorable. C'est ça que je cherche moi. Les problèmes à l'interne chez moi, de gestion de personnel, de recherche et développement, de financement, de stratégie, c'est les miens et c'est pas de l'extérieur que ça viendra. Et puis je pense que j'en voudrais pas non plus. Et c'est comme ça la PME, le monde de la PME. Par contre, le terreau, ce que je vois arriver là, c'est plutôt de la collaboration plutôt que de la compétition. Aujourd'hui, on avait 10 territoires de force totalement inégales, qui sont dans une guerre économique pourtant la même pour tous et qui sont incapables d'y aller avec les mêmes armes. Il ne faut pas croire qu'en ayant des armes différentes, quand on est plus petit, on reste quand même plus petit. C'est difficile, plus petit, de jouer dans la cour des grands. Et pour les grands, c'est peut-être même compliqué pour eux de considérer les petits. C'est peut-être aussi l'objet un petit peu du débat qu'il y a aujourd'hui. Mais on va passer d'une attitude de compétition entre territoires, parce que même les EPCI, politiquement parlant, chacun avait son budget, chacun avait sa volonté de faire plus ou moins, avec les élus qui savent faire plus ou moins, ça fait tout ça. On est dans une compétition et j'espère que demain on va entrer dans une collaboration et quelque chose qui va nous faire qu'on va pouvoir unifier et avoir des stratégies. Enfin, moi je tiens beaucoup au centre de compétences, je suis très jaloux depuis Mauléon, je vais le dire comme ça, de ce qui se passe aujourd'hui sur Bidart. 30 ans, rien du tout. La CCI, Chambre de commerce, dit on n'a pas sur ce territoire de capacité de formation d'ingénieurs à destination de l'industrie. On va créer quelque chose. Ex nihilo, c'est compliqué, c'est dur, il faut de l'argent. On va en mettre tous les ans. La CCI du Pays Basque, déjà, a mis tous les ans de l'argent à Bidart pour
aujourd'hui une réussite fantastique. C'est vrai, il y a les 700 élèves ingénieurs là, c'est énorme. Et c'est une école qui est aujourd'hui rentrée dans les 30 premiers ou 25 premiers français. C'est énorme. Mais ce qu'il y a surtout autour de ces 700 là, c'est qu'il y a 1200 emplois industriels ou de services, mais qui sont dans le logiciel et dans tout ce qu'on peut imaginer d'économie numérique. Je suis aussi jaloux de ce qui se passe à l'ACBA. Aujourd'hui, ça c'est l'ACBA qui a compris qu'il y avait sûrement un levier, notre grande agglo, celle-là, celle qui est d'aujourd'hui, qui avait sûrement un levier avec ce principe-là d'avoir un centre de compétences et qu'autour on arriverait à avoir de l'emploi. Et ça se fait aujourd'hui avec Compositadour. Demain, on parle de fabrication additive. Alors, c'est un peu technique ce que je dis, mais enfin, c'est des emplois derrière. Le reste, vous oubliez un peu le jargon, mais c'est des emplois derrière. Et ces centres de compétences-là, aujourd'hui, on ne les trouve que là où il y a la collectivité qui est capable d'apporter sa petite part d'autofinancement, 5% ou 10%, mais là, on parle de sommes de 500 000, 1 million, 2 millions d'euros, la part d'autofinancement. Et il n'y en a aucune autre EPCI du Pays Basque qui peut faire ça. Je ne vais pas parler plus longtemps. Cette aventure-là, parce que c'est quand même une aventure institutionnelle d'abord, elle se fait parce qu'il y a, comme dans les entreprises, une envie de faire ensemble. J'ai découvert qu'on parlait également pour les collectivités publiques d'affectio societatis. C'est simplement ce qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. On va sûrement le trouver de nouveau en Alsace, en Bretagne, peut-être en Corse, mais c'est l'envie de faire ensemble, tout simplement. C'est pas simplement j'ai 100 de capital et toi tu as 100 de capital, on fait ensemble. Si on s'entend pas, si on peut pas se voir, si j'aime pas parce que tu es trop grand, ou, voilà, ça marche pas. Ici, on a envie de faire ensemble. Et donc, toutes les raisons, on les trouve et tous les écueils, on les passe pour avancer. Voilà. Mais ce que je voulais dire pour finir, cette PCI, elle se ferait pas si Bayonne n'avait pas voté oui, c'est clair. Pas l'unanimité, c'est clair. Ça fait rien, mais la réalité, c'est qu'on cherche dans ce territoire et dans le paysage qu'il y a ici, il y a les collectivités que je vais dire un petit peu altruistes, il y a celles qui sont un petit peu plus conservatrices et qui sont très bien comme elles sont, et je pense qu'il y a des collectivités qui ont compris que l'image globale du Pays Basque a été beaucoup plus importante que peut-être le siège personnel ou le petit confort personnel, parce que justement il y a cette affectio societatis. C'est celui-là que peut-être n'ont pas compris les adversaires de l'idée là, c'est qu'au-delà des écueils, oui le versement de transport, mais moi le versement de transport, ce fameux impôt pour les entreprises de plus de 10 salariés, moi je suis d'accord pour le payer. Si j'ai le service qui va bien, moi j'ai aucun problème, parce que ça voudrait dire que mon territoire il est dynamique, qu'il est attirant. Il n'y a aucune entreprise aujourd'hui qui s'installe à l'ACBA qui pose la question de savoir si on paie ou pas 2% de versement de transport. J'ai l'autoroute à côté, j'ai l'aéroport, j'ai plein de choses, je viens de le dire, les équipements de formation, enfin voilà. Donc tout ça, c'est pas un problème, ça. On passe au-dessus de ces questions-là, il y a surtout l'envie de faire ensemble. Voilà. Donc je voulais publiquement quand même remercier là où les collectivités majeures qui ont quand même impulsé le mouvement. Oui, puis c'est clair que c'est vrai que Bayonne a quand même bien donné une bonne impulsion, là, donc on va bien voir ce qui va se passer. Mais bon, vous êtes optimiste. Oui, résolument optimiste. Bon, ben voilà, c'est déjà mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, ben voilà, formation des jeunes, offre universitaire, recherche, tout ça sont des domaines quand même plus qu'importants. Donc, je crois qu'on avait décidé, le Conseil de développement a décidé d'ouvrir le débat, de dire voilà. Comptez pas sur moi pour répondre, mais au moins pour vous donner la parole ou pour passer de l'un à l'autre s'il y a des questions précises ou des avis sur ces domaines-là, l'emploi, la formation. De toute façon, les mots-clés sont là. C'est vrai qu'ils sont assez clairs et ça représente quand même un bel éventail de possibilités. Donc voilà, Non, monsieur, vous n'avez pas le droit de prendre la parole, vous avez le Conseil de développement. Non, je plaisante. Bien sûr, Philippe Arrête, c'est là, si besoin. Mais sinon, c'est absolument pas grave. Ne vous sentez pas obligé non plus. Je pense que le discours de Michel Etchebest a été éloquent et précis et clair. Merci, Milesker. Nik Badout Galderabat. Peyo Olagaray, moi j'avais une question. Est-ce que tu peux expliquer, parce qu'il y avait eu des pubs et tout ça sur des taxes transport autour de l'économie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement? Parce que Michel Etchebest en a parlé, mais est-ce que tu peux en parler? Bon, donc le directeur du développement économique de la CCI, effectivement, bien placé pour parler de ça. Expliquer schématiquement, voyons, l'essentiel, plus de la moitié de la fiscalité perçue par une PCI vient de l'entreprise. Premier point. Essentiellement la contribution foncière de l'entreprise.
Deuxième point, il y a au Pays Basque actuellement 97 taux qui s'appliquent aujourd'hui. Troisième point, la fiscalité, c'est la conjonction de base, c'est-à-dire l'investissement, l'emploi, et d'un taux qui s'applique. Et les taux, ils sont évidemment pour partie encadrés, mais ce sont les élus qui le décident. Dans le projet de PCI, il y a quand même 3 choses extrêmement importantes et qui sont très rassurantes pour qui se préoccupe de questions de fiscalité. Et les entreprises, la Chambre de commerce et les organisations qui représentent des entreprises sont soucieuses qu'il n'y ait pas une espèce d'inflation non maîtrisée de la fiscalité. Il y a 3 décisions qui ont été prises par les élus, qui ont été confirmées, qui sont y compris dans les documents diffusés. Le premier, c'est celui de l'harmonisation, c'est-à-dire qu'il y a la différence de taux pour arriver à un taux unique il y a 12 ans. 12 ans. Et il faut garder à l'esprit qu'à peu près 66% des entreprises du Pays Basque vont voir leur taux progresser tout doucement sur les 12 années. Il y en a quand même, l'essentiel des entreprises du Pays Basque, il y en a quand même, toutes celles de l'ACBA vont voir leur taux baisser. Ça, on ne le dit pas souvent, mais c'est quand même la réalité. Ça, donc il y a une harmonisation sur 12 ans. Le deuxième élément, c'est qu'il y a des communes dans lesquelles les entreprises paient des fiscalités particulières parce qu'il y a des régimes particuliers. La deuxième décision qui a été prise aussi par les élus, qui est rassurante de ce point de vue-là, c'est qu'il y a une logique de compensation. Donc les communes qui recevaient comme revenu de la fiscalité sur des fiscalités qui sont appelées à disparaître vont pouvoir bénéficier de systèmes de compensation. Le deuxième élément. Et le troisième élément qui a été posé, c'est évidemment la logique d'un pacte fiscal qui va être donc mis en place par le PCI et qui va régenter, organiser et arbitrer l'ensemble de ces questions-là. Donc c'est très technique, si vous allez sur le site du Conseil des élus, il y a tous les travaux extrêmement sophistiqués, très appuyés, très, comment dirais-je, mis en débat. Et, voilà, beaucoup plus que ça, il y a des dossiers qui font 50 et quelques pages. Moi, je voudrais juste dire sur cette question, parce que c'est une question un peu importante, on a souvent l'habitude de dire que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Enfin, il faut juste espérer que le PCI, ce n'est pas un dossier de guerre, que c'est juste un dossier important, mais que l'argent et la fiscalité, notamment celle menée par les entreprises, c'est d'abord et avant tout le carburant de la possibilité du développement économique du territoire. Et comme l'a dit Michel tout à l'heure, la question d'aujourd'hui, c'est une question de construire les conditions du développement économique sur l'ensemble du territoire du Pays Basque. Et pas simplement sur là où c'est facile et là où c'est finalement pas si difficile que ça de faire venir des actifs, de faire venir des activités et d'avoir ou d'agrandir les infrastructures qui existent. Et donc, la fiscalité, dès lors qu'il y a un projet stratégique qui est porté, le nerf du combat, c'est la décision. Et vous avez là les compétences que va exercer le PCI de demain. Sur ces compétences-là, la fiscalité apportée par les entreprises, c'est une vraie réponse de moyens financiers pour faire des choses. Et ça a été dit aussi, mais je veux insister aussi, des grands projets d'équipement, des grands projets d'infrastructure, pas forcément physiques, techniques ou même humaines, de formation des hommes, va faire appel aux ressources de l'EPCI. Ce qui aujourd'hui est impossible, installer un centre technique qui coûte 5 millions d'euros à Mauléon, pourra l'être demain si les élus du Pays Basque décident que ça a sa place à Mauléon. Voilà. Et donc de ce point de vue, la fiscalité, c'est juste le moyen de faire des choses, de mettre en œuvre une stratégie. Voilà. Mais je ne vais évidemment pas rentrer dans le dossier technique. Vous parlez d'harmonisation. Est-ce qu'harmonisation, ça veut dire aussi compromis? Est-ce qu'il va falloir... Oui, ouais. Mais attendez, il y a ici beaucoup de gens qui sont bien plus érudits que moi sur le sujet, mais quand... la communauté d'agglomération, l'ACBA d'aujourd'hui, s'est créée. Elle vient de quelque part où ils ont mis 12 ans à faire le lissage de la taxe professionnelle pour arriver à ça. Donc oui, il va y avoir des compromis. Oui, il faut faire preuve de patience. Oui, il faut faire preuve de sérieux, de confiance en soi. Oui, les élus sont capables de mettre en place un système progressif, régulier, équitable, pour que l'ensemble du territoire puisse revendiquer, ou en tout cas jouer une carte du développement économique. Oui, oui, naturellement. Ça ne me paraît pas très compliqué en fait. C'est plutôt de la décision politique, et comme elle a été prise, on peut se dire qu'elle va se mettre en œuvre progressivement et raisonnablement. J'arrête. Oui, moi je voudrais reprendre
à la suite des deux interventions qui viennent d'avoir lieu, reprendre la question de l'université, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a une expérience sur le territoire du Pays Basque, donc qui est l'expérience de l'Estia. Il a été dit tout à l'heure que l'usine Nouvelle a fait un classement des écoles d'ingénieurs en France et a classé l'Estia 22e école d'ingénieurs en France, mais surtout première école de la grande région Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Je crois que c'est pas rien, je crois que ça mérite d'être souligné. Et je pense qu'il faut aussi souligner que c'est une expérience qui s'est développée en lisière du monde universitaire classique, en périphérie. Je crois que c'est là qu'on peut expérimenter, qu'on peut inventer des choses intéressantes. Et je crois qu'il y a une vraie question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse de Michel quand il dit que cette partie de l'activité sociale est sans doute une des plus fortement structurantes du futur, pour plein de raisons, parce qu'il y a la connaissance, mais parce qu'il y a aussi la jeunesse. Aujourd'hui, on considère qu'au Pays Basque, Iparralde, en France, il y a 3000 étudiants. Le taux moyen de fréquentation de l'enseignement supérieur en France, c'est 4,5% de la population. Nous sommes 300 000 total. 12 000, 13 000, 14 000 personnes qui devraient être dans l'enseignement supérieur. Alors, il y en a beaucoup qui y sont, mais qui y sont ailleurs. Ce qui n'est pas forcément mal. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait la capacité d'accueillir toute une jeunesse, parce que pour un pays que parfois on qualifie de vieillissant, accepter une saignée comme ça, tous les ans, je crois que c'est quelque chose d'un peu mortifère, quoi. Et du coup, il me semble que dans les priorités de l'EPCI, il me semble que c'est un dossier qu'il faudrait qu'on prenne, que les élus d'abord décident de traiter, qu'on prenne à bras le corps. Et je pense, compte tenu de ce que Michel disait sur le développement de possibilités à l'intérieur, moi je crois qu'il y a des choses très originales et très intelligentes à faire. Il y a tout le champ de l'agriculture et de sa transformation aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait qu'on arrive à passer d'un état où ce sont les acteurs de l'enseignement supérieur qui développent leur stratégie en Pays Basque, à un état où c'est le Pays Basque qui développe une stratégie en accord avec les acteurs. Mais je crois qu'il faut inverser la logique, il faut qu'on prenne ça en main. Et ben voilà, je suis partant pour le faire. Je pense que ce serait le Conseil de développement qui devrait faire ça. Donc là, c'est vraiment le Conseil. Vous voyez plus le Conseil de développement vraiment dans cette démarche. Oui, c'est intéressant. Mais sinon... Philippe. Je vais prolonger sur l'enseignement supérieur ce qu'a dit brillamment Jean-Michel. Mais, je trouve prêt. Aujourd'hui... Bernard Cos, pardon. Ancien retraité de l'université. Donc, la situation aujourd'hui, elle est très négative. On a pris au moins 10 ans de retard dans le développement de l'enseignement supérieur. Jean-Michel a commencé à brosser le tableau. C'est vrai que les jeunes sont obligés, s'ils veulent poursuivre leurs études, de partir. C'est une perte énorme pour la région. Et le fait qu'on n'ait pas eu de PCI unique, si on n'a pas de PCI unique, on n'avancera pas. Ça va continuer sur le même tableau. On n'avancera pas. Tandis qu'avec un EPCI, on a l'environnement, on a le poids nécessaire pour développer l'enseignement supérieur, pour mettre en cohérence tout ce qui est privé, public, on sait faire. Mais il y a beaucoup de choses à développer. Et il faut savoir que l'enseignement supérieur, qui est très en défaut aujourd'hui, c'est le lien entre la jeunesse d'un côté et l'économie de l'autre. Voilà. Donc c'est très important. On n'avancera pas s'il n'y a pas un EPCI unique. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit et je n'en rajouterai pas. Simplement, les relations transfrontalières. Jusqu'à présent, c'est l'Aquitaine, c'est Bordeaux qui a des relations avec nos voisins d'Euskadi. Et j'espère qu'en ayant une reconnaissance institutionnelle, demain, on pourra contracter directement, avoir des projets collectifs avec et autour de la langue basque, de la culture basque, mais pas seulement. L'économie également aura tout à gagner à travailler directement sans passer par Bordeaux. Et l'éducation supérieure, enfin l'enseignement supérieur, tout c'est transversal. Et pour la première fois, on pourra
faire des contrats directement avec Euskadi, avec la Navarre, voilà, avec nos premiers voisins. Merci beaucoup. Oui, Jean-Baptiste Etcheto, référent de la Commission dialogue social territorial. Dans l'économie emploi, il y a effectivement le social. Et je voulais rappeler que depuis plusieurs années maintenant, les partenaires sociaux du Pays Basque ont pris l'initiative de travailler ensemble. Alors, les partenaires sociaux, l'ensemble des organisations syndicales de salariés, mais également les organisations d'employeurs, et ont créé à l'intérieur et incubé dans le Conseil de développement une commission de dialogue social territorial, animée aujourd'hui, co-animée par la CGT et la CGPME. Et cette commission travaille sur ce qui doit nous rassembler, doit rassembler les énergies sur le territoire pour tout ce qui concerne le social. Parce que dans l'économie, l'emploi, il y a effectivement des dizaines de milliers de salariés du secteur privé en Pays Basque. Or, notre Pays Basque a une particularité dans la sociologie des entreprises, c'est que l'on a beaucoup de très petites entreprises. Et ces très petites entreprises sont pénalisées tant dans la gestion des ressources humaines que dans les avantages pour les salariés, du fait justement de leur taille. Et un travail important est engagé aujourd'hui donc, par cette commission de dialogue social territorial sur les questions de santé, de qualité de vie au travail, sur les questions de gestion prévisionnelle de l'emploi. Quel emploi demain, en fonction de quelle stratégie? Et la difficulté que l'on a aujourd'hui, et j'en termine là, la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que pour que cette démarche qui réunit toutes les énergies aujourd'hui, à la fois au niveau patronal que syndical salarié, pour que cette démarche perdure, il faut qu'il y ait une consolidation territoriale et donc un outil, une institution territoriale qui porte clairement la stratégie du territoire, parce qu'en fonction de la stratégie, on pourra déterminer les emplois de demain, trouver les formations de demain et créer la cohésion sociale que nous recherchons tous en Pays Basque. Donc je voulais simplement dire que cette commission est porteuse et demande à corps et à cri, je dirais, que vive cette EPCI qui sera l'outil du portage du dialogue social territorial. Merci. Merci beaucoup. Encore une... Puis ensuite, on va passer au deuxième thème. Et puis des questions. C'est des questions aussi à poser. By Gawon, payeur de Ruti, membre de la société citoyenne. Membre de la vie citoyenne qui est basée sur la vie associative. Je crois d'ailleurs savoir que le Conseil de développement est une association des 1901. Formidable loi base un des piliers de la démocratie. J'ai eu l'occasion de dire qu'au Pays Basque, depuis des décennies, tout ce qui a été fait de beau, de grand, a été fait grâce à la vie associative et à la participation citoyenne. Parfois avec l'appui des élus, parfois avec les bâtons dans les roues. Le PCI, d'accord, mais comment? Ce n'est pas la structure, quelqu'un l'a déjà dit. La structure ne suffit pas. Il faut de la méthode aussi. Et c'est peut-être l'occasion de changer de méthode, de sortir d'une vision clanique où parfois certains élus s'enlisent dans la honte, plutôt que d'être porteur d'un projet. Mais le projet, il doit être participatif et partagé par les élus, certes, les plus dynamiques, on compte sur eux, mais surtout par les citoyens. Alors il ne faudrait pas que tout ce qui a été fait par les citoyens soit instrumentalisé. Moi, ce que je réclamerais, ce que je souhaiterais, c'est que la vie associative requiert toute sa place. Rien que sa place, mais toute sa place. Et que nous soyons tous porteurs du projet commun. Alors là,
on revient à la question des méthodes. Certains élus s'inquiètent d'être trop nombreux pour travailler ensemble. Et moi, je leur dirais, vous n'êtes pas très nombreux. Il ne faut pas être... Même quand on est un peu nombreux, on voit très bien à l'AGBA, ils arrivent à ne pas s'entendre. Donc, c'est peut-être pas simple, mais élargissez encore. Les citoyens ont envie de participer, non pas d'être instrumentalisés, parfois dévalorisés, mais le projet nous concerne tous. Ça me paraît clair. Merci. Le projet concerne tout le monde. Voilà. Baya Ratchaldeon, Enya Otamendi du syndicat Lab. Je tiens quand même à rajouter une notion quand même dans la... Bon, je vais faire en français. Je vais faire une exception, allez. Je tiens quand même à rajouter une notion sur l'intervention de Jean-Baptiste Ecceto, que j'approuve totalement. La notion sociale est à rajouter à la notion économique qu'on nous a abordée en premier plan. Par contre, à la notion sociale, il ne faut pas oublier la notion des salariés du public. Et la question de l'EPCI unique, elle va avoir des conséquences pour les agents de la fonction publique territoriale aussi. Et donc, il va falloir que nous travaillions collectivement à voir comment est-ce qu'on fait pour le travail qu'on est en train de mener pour les salariés du privé, pour les amener aussi aux salariés du public. Et donc, pourquoi pas, et on travaille à ça, créer des structures qui nous permettraient de gérer la gestion justement des fonctionnaires territoriaux de type centre de gestion Pays Basque, et donc rapprocher la structure sociale de la structure politique. Et donc si on a besoin d'une structure institutionnelle politique, on a aussi besoin d'une structure sociale pour les fonctionnaires et aussi pour les salariés du privé. Merci. Merci bien, mais je propose qu'on passe... Non, oui. Intervention. Moi, c'était pour me réjouir d'une bonne nouvelle au moins, puisque en fait, on se plaint toujours, ici on est un forum de la société civile, on se plaint toujours du décalage, du déphasage qu'il y a entre la société civile, les institutions, l'administration, les élus, etc. Et si effectivement, au bout de ce processus, les élus du Pays Basque, les maires, finalement votent en majorité pour cette EPCI unique, ils vont combler un énorme déphasage qu'il y avait dans ce pays, qui faisait que la société civile de ce pays, depuis 20, 30, 40 ans, travaille avec dans la tête le territoire Pays Basque Nord. Elle, ça fait longtemps qu'elle bosse à l'échelle de ce pays, de ce territoire, qu'elle établit ses projets, qu'elle crée ses alternatives à cette échelle-là. Le SCO, la monnaie locale, la Borrancha Gambara, la Fédération des cours du Basque pour adultes, des Ikastola, l'étude sur les emplois climatiques, etc., etc. 10 000 choses ont été faites ici par la société civile à l'échelle du Pays Basque Nord ou du Pays Basque tout court. Et il y avait vraiment un problème de déphasage avec aucune institution qui correspondait à cette dimension des projets. Et ça, ça correspondait effectivement à ce déphasage qu'on voit un peu partout. Et je pense que si les élus de ce territoire décident enfin de mettre en phase un outil institutionnel avec ce qu'il y a dans la tête des citoyens du Pays Basque Nord, c'est-à-dire qu'on pense à l'échelle du Pays Basque Nord, et il y aura vraiment un pas de géant qui aura été fait. C'est pour ça que j'espère vraiment que des gens ne vont pas encore nous enfermer dans une logique de déphasage pendant 20 ans de plus avec 3, 4, je ne sais pas combien communautés d'agglos, mais qu'on va enfin mettre en phase ce qu'il y a dans la tête des citoyens de ce pays, les projets auxquels ils rêvent, les projets qu'ils construisent et l'outil institutionnel qui permettra de les faire avancer. Ça me paraît une très belle conclusion sur ce domaine. Merci beaucoup.
On va avancer, on va partir à un autre thème. Je sais que vous avez tous, comme moi, tellement envie d'être à l'heure pour l'allocution de notre président de la République. Ah, je plaisante. Aménagement du territoire, habitat, mobilité, ça aussi c'est quand même un thème primordial. Ça concerne les entreprises, ça concerne les jeunes, mais je pense aussi tous les habitants. Déjà, quel urbanisme allons-nous développer? Je pense que c'est une bonne question. Comment répondre aux problèmes de logement et de mobilité? Alors on pourrait peut-être demander, ah oui, une élue, mais quand même qui travaille au quotidien dans la société civile. Elle est présidente de la communauté de communes du pays de Bidache et elle a co-animé l'atelier aménagement de l'OPCI. Êtes-vous là, Maïder Beotegui, êtes-vous par là? Oui, mais elle est là, mais je l'ai vue en plus tout à l'heure, donc je savais. C'était pour l'effet de surprise. Venez nous parler un petit peu. Je ne peux pas rester à sa place comme tout le monde? Non, je viens vous voir. Je pense que vous avez tous les ordinateurs, ça fait vachement de technologie, c'est bien. Non, c'est Philippe, la technologie, c'est pas moi. Non, mais c'est bien, c'est bien. Bon, vous, c'est quand même... Oui, non, oui, ben non. Ah, je peux? Non, venez, c'est plus sympa, Venez, sympa. Non. Bon, elle a très envie de s'asseoir dans le fauteuil, mais je comprends, hein, et franchement, ils sont formidables. Voilà. Non, mais alors, vous êtes quand même Bardos, c'est aussi un cas de figure un peu typique, quoi. Il y a une croissance démographique assez forte, quand même, un petit peu partout. Besoin de logement, j'imagine? Non? Oui. Bon, en fait, vous êtes l'exemple type de ce qu'on peut appeler le périurbain. Il y en a pas mal ici, quand même. Hein. Puis bon, vous êtes mère de famille, vous êtes citoyenne. Donc, alors, vous, qu'est-ce que ça va? Bon, vous avez aussi... on va parler de tout ce que vous faites, mais déjà, par rapport à Bardos, par rapport à vous, qu'est-ce que ça va représenter, cette EPCI? Par rapport à la situation, c'est vrai, de notre commune, c'est vrai qu'on est en périurbain, comme ce que vous disiez. Alors l'intérêt d'être en périurbain, c'est qu'on n'est pas trop loin du cœur d'agglo. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant à un moment donné parce que les habitants peuvent choisir de vivre en rural, pas trop loin de l'urbain, pour des commodités de travail. Mais... J'ai 45 ans, en 20 ans, on a vu une progression quand même démographique sur notre commune pour ces raisons-là. Alors soit, je pense par choix des habitants pour habiter dans du périurbain et continuer à travailler sur la côte, mais ce dont on se rend compte aussi, c'est que les personnes viennent se loger un peu plus à l'intérieur des terres parce qu'elles n'ont plus, je pense, les moyens financiers de trouver à se loger sur place à côté du cœur urbain et du lieu de travail. Et c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, c'est toute cette légitimité à tous les territoires à pouvoir proposer aux habitants du travail et de l'habitat à proximité. Mais là, on rentre dans la problématique du coût des logements et du coût du foncier. Et du coup, les personnes qui viennent habiter également sur Bardos, elles se retrouvent avec un surcoût lié au déplacement. Et il faut 2 voitures, mettons, pour un couple, et des personnes peuvent, au bout de quelques années, être même mises en difficulté d'avoir choisi le périurbain. Et voilà, donc ça devient un cercle vicieux qui est difficile à gérer. Et puis les embouteillages aux entrées de l'agglo, il y a d'autres secteurs qui sont bien plus impactés, mais c'est vrai qu'on le voit maintenant. D'accord, mais justement la mission de la future agglomération, vous l'avez comment sur l'aménagement du territoire, sur le foncier, sur l'habitat? Oui, alors on est au cœur en fait un peu de toutes les problématiques, on se rapproche du sujet de l'économie, c'est-à-dire que l'aménagement, c'est bien prévoir comment on organise géographiquement notre territoire. Alors en respectant les territoires des périmètres infra, si on peut dire, c'est-à-dire en respectant leur volonté, comme disait le maire de Moléon, c'est-à-dire de pouvoir accueillir de l'entreprise, mais de pouvoir accueillir aussi des habitants qui auront le travail sur place. Ça veut dire pouvoir proposer une production de logements, qu'elle soit privée ou publique, mais accessible à cette population-là, qui voudrait travailler et habiter dans différents endroits de notre territoire. Et l'aménagement, c'est coordonner tout ça, c'est-à-dire c'est échanger entre nous, c'est ça en mon sens la richesse de ce futur projet, parce qu'on a pu le voir dans notre atelier aménagement, où on avait donc, comme vous l'avez dit, des élus de toutes de ces 10 EPCI actuels, déjà rentrer dans l'interconnaissance, c'est-à-dire comprendre comment on fonctionne chacun dans nos territoires, ce qu'on attend chacun dans notre territoire, et en fait on se rend compte que ça crée une richesse et une envie de s'écouter et après de penser cet aménagement. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça peut être un très beau projet. Et pour pouvoir penser l'aménagement et respecter les attentes de chaque territoire par rapport à sa propre population, bien, il faudra pouvoir agir sur le foncier. Vous disiez le foncier c'est quand même
la base de tout, c'est-à-dire il faut du foncier pour pouvoir accueillir les entreprises, il faut du foncier accessible, je parle au niveau coût, pour pouvoir y produire des logements accessibles. Donc il y a toute une démarche très, très prometteuse autour de l'aménagement pour répondre à ces attentes de la population de l'ensemble du Pays Basque. Sympa. Monsieur Baudry, ben voilà, on parle de périurbain. Voilà, bon, vous êtes un peu plus près, disons, des grandes villes, mais c'est la même chose pour vous, non, j'imagine, à Bassus-Sarry. Moi, je suis persuadé que toutes les nuits, vous devez avoir le rond-point de Mignon, en se disant, oh là là, ça va être encore, on va encore. Non, voilà, ça, c'est un des thèmes qui doivent concerner l'échelle. Je vous dirais que tout à l'heure, j'ai été très heureux de voir Garat, puisque, comme vous le savez tous, Garat a vécu la fin de sa vie à Bassus-Sarry, et je voyais justement face au village automobile marqué c'est l'occasion que Garat proposait. Donc ma foi j'ai trouvé ça super et ça m'a conforté par rapport à Bassus-Sarry. C'est vrai que vous avez raison, rond-point Mignon, j'y pense presque toutes les nuits. En matière de transport, on a parlé à l'instant d'aménagement du territoire, on a parlé d'économie. On ne peut pas parler de ces deux thèmes si on ne parle pas de mobilité, de transport. Et quelque part, Payot Lagaragne l'a bien dit, certes, derrière, cela peut entraîner un coût, mais c'est une richesse, c'est une plus-value qui est amenée au territoire. Une plus-value sur un plan économique, une plus-value par rapport à l'environnement. Moi, je me rappelle, il y a encore de ça 4-5 ans, je n'avais jamais sur mon téléphone une petite chose qui m'arrivait de la préfecture qui me dit attention, pollution sur votre commune. Je l'ai depuis 4-5 ans. Ça montre quand même bien que ça s'aggrave. Aujourd'hui, c'est à Bassus-Sarry, demain, ça sera Ustaritz. Et ça ira de plus en plus loin. Donc quelque part, au travers d'une véritable mobilité, on renforcera l'économie et évidemment on va protéger notre environnement. Et je dois dire qu'au travers de l'atelier que j'ai animé avec Mme Köring d'Andaille, moi j'ai été agréablement surpris, je pensais que dans certains territoires, il n'y avait pas de problème de transport. Eh bien partout il y en a, partout. Et c'est vrai que quelque part, quand on voit des territoires qui ont tendance aujourd'hui à voir la jeunesse partir, pourquoi? Parce que l'école est de plus en plus loin. Essayons d'entamer l'inverse, revenons en arrière. Et là, la mobilité, les transports, c'est un atout. On y amènera l'économie, on pourra préserver, je ne dis pas la poste parce que ça c'est un autre débat, mais on pourra préserver beaucoup de choses sur nos territoires. Par exemple, vous, chez vous, je ne vois pas beaucoup de bus. Ça va être un problème quand même, non? Enfin, je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup chez vous et dans pas mal d'autres communes. Alors, encore une fois, si on met un bus pour qu'il soit bloqué à Mignon, ce n'est pas la peine. Donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que nous, évidemment, Bassus-Sarry, aux portes même de l'agglo, nous surveillons de près tout ce qui se passe sur l'agglo. Et je sais qu'il y a un magnifique projet aujourd'hui qui est lancé sur l'agglo, qui est nécessaire. Il est certain que les projets qui seront à lancer sur les territoires intérieurs, ce ne seront pas les mêmes projets. Ils seront adaptés évidemment aux besoins. Mais tous les territoires ont un véritable besoin. Et Bassus-Sarry, comme je pense demain Ustaritz, aura nécessairement, j'allais dire, une certaine nécessité de transport bien au-delà de ce que l'on voit aujourd'hui. Il faut quand même se dire qu'il existe aujourd'hui des transports intéressants. Je voudrais vous rappeler que la loi NOTRe, aujourd'hui, nous avons qui en matière de transport? Nous avons la région, le département, nous avons le syndicat et nous avons les communes. À partir du 1er janvier 2017, tout passe à la région. Et la région va renvoyer vers la future agglo, eh bien, elle va renvoyer les transports urbains, les transports interurbains qui sont assurés aujourd'hui par le département et les transports scolaires. Et puis, comme je me dis, moi je suis très intéressé au niveau des Roby que je préside pour pouvoir voir du transport, mais je ne vois pas comment le petit point Aérobie marqué sur la carte de la Grande Aquitaine va intéresser la région un jour. Si je m'en vais leur dire, je voudrais avoir du transport à la demande, est-ce que vous pourriez m'aider? Ils vont me dire, écoutez, avant de venir nous voir, entendez-vous avec vos voisins. Donc voilà, la réponse est là. En même temps, vous avez 90% des concessionnaires de la région chez vous, de voitures. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de dire, s'ils veulent arriver à vendre des voitures, mais qu'ils soient favorables à l'EPCI unique. Ça me paraît pas mal. Merci beaucoup. Voilà, mobilité, aménagement du territoire, habitat. La parole est ouverte. Peut-être des gens qui peuvent intervenir pour nous. Madame Mialoc à Arbonne, par exemple. Bien que vous nous racontiez un petit peu comment ça se passe, parce que vous avez travaillé aussi dans les services d'urbanisme pour l'État, donc quand même, c'est quelque chose qui doit vous... Vous connaissez bien la question aussi du PLU, Scott, tout ça, oui. Ça vous parle? Oui, alors l'État décentralise, mais recentralise quand même à travers les régions, puisque la région est en train de nous préparer de beaux schémas régionaux d'aménagement, de mobilité, de climat. Donc nous, c'est vrai que Arbonne, nous appartenons à l'agglomération Sud Pays Basque,
et que justement nous travaillons sur un projet de territoire à notre échelle. Cette petite communauté d'agglomération, finalement, elle a un peu, en toute humilité, les caractéristiques un peu du Pays Basque, puisqu'il y a des très petites communes et des plus grosses communes, et que, bien, ensemble, aujourd'hui, on travaille sur un projet territoire, mais on se rend compte que, finalement, ce périmètre n'est pas forcément le plus pertinent, notamment en matière de mobilité, et voilà. Donc, c'est vrai que le PCI unique va être pour nous l'opportunité pour toutes ces communes, puisqu'il y a des communes qui ont 70 habitants, hein, pas plus, d'autres 48 000 habitants. Mais ça va être l'occasion, en tous les cas, unique de partager un véritable projet de territoire qui va mettre un peu en musique tout ce qui a été dit, toutes ces politiques d'habitat, de mobilité, d'économie, et tout ça pour améliorer notre cadre de vie. Et ce schéma, en plus, donc vous parliez tout à l'heure des liens avec la société civile, ce schéma permet justement d'être partagé et dans des temps précis de faire participer la société civile à son élaboration. Voilà. Merci beaucoup. Le micro est ouvert, c'est un domaine très vaste. Philippe ? Bonsoir à tous, donc Myriam Andy. Moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit sur l'aménagement notamment du foncier, des logements. Je voulais mettre un coup de projecteur en fait sur le fait qu'on est quand même on est le grenier touristique de la France, donc on a quand même sur ce problème du logement des logements entiers, des barres d'immeubles entiers qui sont vides pour des personnes qui ont tout à fait le droit de venir en vacances, mais qui remplissent ces logements 5 semaines par an, ni plus ni moins. Alors, on entend beaucoup parler aussi du tourisme, de la marque Biarritz Pays Basque, etc., qui sera certainement à développer et développer en cohérence, et il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on parle d'aménagement de l'habitat et du logement, et je vois marqué là en première ligne logement social, etc., je crois qu'il faut que ça se fasse en intelligence et en prenant en compte aussi tous ces logements vides. Et quand je vois des villes, alors je vais parler de l'agglo l'agglo dans laquelle j'habite, qui est l'agglo Sud Pays Basque, elle n'est pas pour montrer du doigt une en particulier. Je pense qu'on a un territoire qui est touché globalement par le même problème. Mais quand je vois des villes comme la mienne, où on a donc des barres entières d'immeubles avec des appartements vides et à côté un petit terrain où on construit encore, je trouve que c'est pas cohérent. C'est personnel, je suis pas sûre d'être la seule à penser ça. Donc EPCI pour donner une cohérence à l'aménagement et à l'habitat, oui. Doublement, triplement, oui. Mais voilà, un gros coup de projecteur sur cette cohérence-là entre les habitations vides, le logement social et la construction qui se fait un petit peu, il me semble, pas toujours de manière très réfléchie. Et quant au transport, qui finalement tout est lié, Madame Philippe en a parlé tout à l'heure, effectivement, il est urgent, toujours dans le territoire que je connais le mieux, qui est là où j'habite, il est vraiment très urgent de le réfléchir encore une fois de manière cohérente. Et cette EPCI, je crois qu'il y a beaucoup d'attentes sur toutes les compétences de l'EPCI et il y a des urgences. Et effectivement, le transport et le logement, entre autres, en font effectivement partie. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, c'est un peu difficile. Je pense que Pays Côte d'Ivoire, vous rêvez d'avoir un genre de pont qui aille directement au centre de Saint-Jean-de-Luz. Ça ne va pas être possible, même avec le PCI. Merci. Christian Mini-Barbet, je suis vice-président de l'agglomération Côte Basque-Adour en charge de l'équilibre social de l'habitat. Donc je voulais profiter de l'occasion de votre intervention pour donner quelques éléments de réflexion sur la commission qui s'est réunie et que Maïder a présidé, co-présidé. Et au cours des travaux de cette commission, nous avons évidemment abordé la question du logement et du logement social en particulier. Nous avons décidé effectivement que dans le cadre de cet EPCI qui va donc voir le jour, car nous croyons et nous sommes certains qu'il va voir le jour, nous aurons un
programme local de l'habitat à l'échelle de l'ensemble du Pays Basque. Et il est important que ça se fasse de cette manière. Toutes les communes ne sont pas assujetties au taux SRU, vous savez, ce fameux taux qui contraint les communes à avoir au moins 25% de logements sociaux. Toutes les communes ne sont pas assujetties à ce taux. Il faut avoir plus de 3500 habitants et faire partie d'un EPCI. Alors ce sera le cas de toutes les communes du Pays Basque, puisqu'il y aura un EPCI unique. Ceci étant, celles qui auront moins de 3500 habitants n'auront pas d'obligation légale dans ce domaine. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a besoin effectivement de coordonner les choses à l'échelle du Pays Basque. Pour une raison simple, c'est qu'on sature sur la côte, et en particulier sur l'Agba, on sature, le foncier est extrêmement cher, les besoins des ménages y sont là, il faut y répondre, il faut donc construire, fabriquer du logement social, bien entendu, mais pour autant, on ne peut pas concentrer l'ensemble des logements, et notamment des logements sociaux, sur la bande côtière, ça n'est pas possible. Donc il faudra bien que nous ayons une politique globale, commune, réfléchie, concertée, avec un PLH commun, qui d'ailleurs s'adossera à un SCOT qui sera lui-même commun à l'ensemble du territoire, pour qu'on puisse répartir effectivement l'effort en matière de logement social sur l'ensemble du territoire. C'est important également, bien sûr, pour les communes de l'intérieur, parce qu'elles ont aussi, par leur développement économique, besoin de pouvoir loger des gens qui viennent soit s'installer dans la commune, ou soit tout simplement qui s'y trouvent déjà et qui sont éligibles au logement. Donc il y a une réflexion globale qui doit être menée. Elle le sera par le biais d'un PLH commun à l'ensemble de l'agglomération à partir de 2018. Ce n'est pas dans 12 ans. L'obligation qui nous est faite aujourd'hui, nous venons hier soir de voter notre PLH au niveau de l'agglomération, après que les communes se soient prononcées sur ce PLH, eh bien nous allons avoir un PLH qui ne va durer, je dis, que jusqu'en 2018, et de 2017, janvier 2017 à fin 2018, nous aurons, dans le cadre de l'EPCI unique, à travailler sur le nouveau PLH à l'échelle de cette grande intercommunalité. Donc vous voyez que ces enjeux-là vont être pris en compte. Et il est important qu'il le soit, puisque 70% pratiquement de la population de notre territoire est éligible au logement social. Et donc il est important qu'on puisse effectivement répondre aux besoins des ménages très rapidement et à une échelle qui sera différente de celle d'aujourd'hui. Peut-être pour préciser, dans la foulée, on parlait du foncier et tout est lié. Donc ce qu'il faut savoir qui s'est dégagé aussi de ces travaux, c'est la nécessité de mettre en place un observatoire foncier à l'échelle du Pays Basque. Parce qu'on a un outil qui s'appelle un établissement public foncier qui permet aux communes de faire de l'anticipation foncière. Et ce dont sont rendus compte tous les élus du territoire, c'est qu'il faut qu'on aille vraiment sur la mise en place d'un réel observatoire foncier. Parce que si on a un observatoire foncier, qu'on définit des terrains stratégiques pour accueillir du logement, pour accueillir de l'économie, en respectant le développement durable, en assurant, je ne sais plus où est la personne qui était intervenue, du renouvellement urbain. Elle parlait des maisons vides. C'est vrai que les orientations Grenelle, depuis quelques années, nous amènent dans tous ces documents d'utiliser de plus en plus le renouvellement urbain, c'est-à-dire avant de construire, d'essayer d'optimiser l'habitat existant et vide. Après, il y a les questions de propriété privée, etc. Mais l'observatoire foncier, c'est un réel projet pour cette EPCI qui permettra d'organiser en amont la stratégie foncière dans le but, entre autres, d'éviter ces flambées de foncier aussi. Parce qu'à Bardos, maintenant, je vois qu'il y a monsieur le maire qui est là, on a des terrains à 30 € le mètre carré. Même nos enfants ne peuvent presque plus espérer acheter un bout de terrain, même en centre urbain, puisque les campagnes, maintenant, il y a la préservation aussi du foncier. Donc il y a un réel souci de la flambée du foncier, et tout en découle. Donc parallèlement, il y a ce projet qui est trop important pour permettre de coordonner après toutes les autres actions publiques. C'était clair qu'on allait revenir au logement. C'est vrai que c'est quelque chose quand même de plus qu'important. Alors écoutez, moi je vous propose encore quelques vidéos d'autres personnalités de la région, de la société civile, qui ont voulu parler, je crois qu'il y a Etcheto, et je crois que c'est là où il dit que l'aviron va remonter. Il dit aussi que le BO va remonter, mais ça, bon, ça n'engage que lui. Également d'une association de femmes chefs d'entreprise dirigée au féminin, une association locale qui a 10 ans. Nous sommes actuellement 72 femmes chefs d'entreprise du Pays Basque intérieur, de la côte. Donc, elles ont décidé de donner leur
vote au bureau. Le bureau a voté à l'unanimité pour un seul PCI. Ce vote représente quand même toutes ces femmes chefs d'entreprise qui sont de différentes professions. On a des agricultrices, on a des experts comptables, enfin, très très variés. Si cette grande agglomération fait dans un bon état d'esprit, on laisse de côté jalousie, je veux dire, on pense vraiment de manière libre au territoire, à l'aménagement, eh bien, je trouve que ce serait une bonne chose, parce que d'abord on installe l'économie, on regarde quel genre d'économie on veut, et là-dessus on peut reposer la ressource qui permet à la société de se développer, à la culture, aux jeunes de rester, et au pays de s'épanouir, de prospérer. Si on veut donner une image positive de ce territoire-là, il faut qu'elle soit pacifiste, qu'elle soit commune, et pas scindée, voilà, et pas divisée. Donc il faut prendre les compétences de chacun, ça s'appelle la mutualisation. Quand on fait d'innovation, les gens qui attendent de l'innovation, ils veulent un produit tout de suite fini. Or, l'innovation, c'est pas un produit tout de suite fini. On part, on a un sujet qu'on développe et qu'on améliore au fur et à mesure. Mais on n'a pas... Sinon, quand vous avez un produit fini, c'est pas d'innovation. Hein? L'innovation, c'est je prépare et je fais ça. Et le PCI, c'est ça. Je suis d'accord et après, on va améliorer, on va voir ce qu'on peut faire. Mais pas demander un produit fini. Alors on s'accroche sur un produit, voilà. Qui c'est qui va gouverner, hein, qui c'est qui va payer les impôts, qui c'est qui va en avoir plus que l'autre, c'est pas possible. Julie Zittel, présidente de la Jeune Chambre économique du Pays Basque. Pourquoi nous sommes favorables à l'Interco? Pour la pertinence géographique, culturelle et historique de la nouvelle intercommunalité. En effet, avec environ plus de 300 000 habitants, l'Interco sera en mesure de négocier avec la région des délégations compétentes dans le domaine de développement économique. Pour une réduction du nombre d'interlocuteurs, pour une équité et une simplicité plus efficace pour le service citoyen et entrepreneurial. Et enfin, elle offrira une identité officielle et une reconnaissance tant attendue par les Basques, et bien sûr tout ça pacifiquement. Plus on réunit de compétences, mieux on réfléchit, mieux on développe, etc. Je reviens toujours à mon exemple Soule-Terre. Bien évidemment, la Soule, c'est petit, c'est 12 000 habitants, 14 000 habitants. On n'a pas les moyens de se développer comme à l'échelle de 300 000 habitants. Donc ce que va nous amener l'intercommunalité ou le PCI, ça va être justement la possibilité économique de se développer, de se désenclaver, de créer des lignes de transport entre la côte et la Soule. Parce que c'est vrai qu'il y a d'autres cultures dans l'État français, comme les Bretons, ils ont une région, les Corses, ils ont une collectivité territoriale, même une partie des Catalans et les Midi-Pyrénées, ils ont une région. Donc il y a des institutions qui font que cette population locale a des moyens de se protéger et de gérer un peu l'économie et pas mal de compétences dans leur territoire. Et donc c'est vrai que je trouve important que l'identité basque, notre être, soit reconnue par l'État français et qu'on puisse s'exprimer tous unis pour conserver nos valeurs, quoi. Le médecin vous parle. Je suis pour le PCI Pays Basque, d'abord parce que je n'ai strictement aucune allergie au mot Pays Basque, justement, au mot basque. Ça ne me déclenche aucune démangeaison, aucun œdème, aucun érythème, aucune rougeur. Donc, contrairement à certains, ce qui est regrettable. Et puis, je n'ai pas de névrose d'angoisse à l'idée de perdre un petit peu de mon petit pouvoir. Pour la culture, il me semble un peu tout ce qu'on a dit, cette question d'avoir une politique culturelle évidente qui serait ambitieuse du coup, parce qu'elle pourrait l'être. Je pense aussi, on l'a peut-être pas évoqué, mais le cinéma aussi, avoir pour les diffusions de films basques, c'est très très compliqué aujourd'hui de diffuser sur le territoire français des films qui sont produits en Égualdé. Et c'est quand même étrange. Alors je sais que ça se fait quand même, mais il faut ficeler, il faut travailler et tout ça. Bon, pour la culture, ça me semble évident qu'il y ait cette proposition culturelle cohérente en fait, et que pour les subventions, on sache à qui demander. Ni à la ville, ni à la région, ça va être perdu si c'est à la région. Ça va être un Pays Basque
pas du tout visible, pas du tout perdu. Bon, alors, mais après, en tant que citoyenne aussi, moi je pensais au transport. Ça me semble, et puis la transition écologique qui va avec aussi la question du transport, ça me semble aussi évident. Alors, le transport, on est dans un territoire où même on en a tous l'expérience, même si on n'est pas très loin du centre urbain, nos enfants, quand ils ont l'âge d'aller au collège ou au lycée, se lèvent 1h30 avant l'heure du collège et du lycée, voire 2 heures avant, pour pouvoir prendre le moindre bus. Pour une économie forte, il faut une triptyque, c'est-à-dire il faut du logement, il faut des transports et aussi il faut de l'emploi. Demain, nos enfants, malheureusement, avec les salaires qui se pratiquent dans les régions, seront dans l'impossibilité de pouvoir se loger dans le parc privé. Donc ils seront obligés de se loger, et s'ils ont la chance de pouvoir se loger dans du logement social. Voilà. Des choses intéressantes, des interventions pertinentes. Bon, Philippe Ducasse, bien sûr. Il est bon. C'est mon cousin Germain, quand même. Bon, il est bon. Non, je l'ai trouvé bon. Philippe, je vais l'appeler et dire que quand même, il a de l'humour. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, bon, vous savez, je viens d'avoir un coup de fil de François Hollande et il voudrait qu'on avance un petit peu parce qu'il a vraiment peur que vous ne soyez pas là pour le regarder. Donc, il y a un autre thème qui est quand même important, service à la population, gestion de l'eau et des déchets. Donc là, je pense qu'aussi, c'est quand même quelque chose de très, très, très important. Voilà. Je vais me mettre un peu plus haut pour voir si je le vois bien. Mais oui, Daniel Ossomendi, je pense que c'est quand même important aussi que vous veniez nous parler un peu de ça parce que vous êtes... Vous êtes à Ostabat. À Ostabat, justement, qu'on aime le rugby, quoi. C'était les frères Jorégui, ils étaient là-bas, non? Voilà, c'est ça. Ah ouais, oui, parce que bon, moi, je suis fou de ça, donc je suis. Oui, alors vous, Ostabat, c'est... Oui, on est loin de l'agglo, mais il y a des problèmes qui doivent se poser, en particulier là-dessus, non? J'imagine... Tout à fait. C'est-à-dire que le service à la population, le grand débat qu'il y a eu avec le PCI unique, c'est que certains... ceux qui faisaient des allergies, des rougeurs, etc., disaient tout va se passer à Bayonne et vous n'aurez aucun service. Voilà. Alors qu'en conservant vos petites intercommunalités, parce qu'en plus à Ostabat on a le privilège de faire partie de la plus petite intercommunalité du Pays Basque. J'ai vu, oui. Voilà. Donc du coup, ils nous disaient vos services, vous allez les perdre. Et la proximité, c'est terminé, on n'en parle plus. Or, justement, les ateliers d'Asparin ont permis justement de saisir un petit peu les enjeux et de voir ce qui permettrait d'assurer cette proximité, mais à la fois trop de proximité, des fois avec trop de proximité, on ne fait plus rien parce qu'on n'a pas les moyens. Donc, du coup, je vais prendre des exemples concrets. Une maison de santé pluridisciplinaire, par exemple. Voilà, à l'échelle de d'Ioldi-Ostibaré, on n'a pas pu faire, parce que voilà, il y a des normes, dès qu'on dit MSP... il faut faire les choses d'une certaine manière, on n'y est pas arrivé. Justement, ça c'est une compétence qu'on considère ne pas devoir rester à l'échelle des intercos, mais devoir être transféré à l'échelle de l'EPCI. Parce que je reprends la problématique santé, effectivement on sait très bien que le maillage à l'échelle du Pays Basque, un des axes forts c'est effectivement le service santé. Vous êtes combien? 200, c'est ça à peu près là-bas? Voilà, c'est ça. Donc, au village en tout cas. Ah voilà. Donc vous voyez, au niveau de ce service, on comprend bien voilà, qu'il faut passer à l'échelle EPCI unique. Je prends un autre exemple, les crèches. Les crèches, on s'est posé la question, on s'est dit, et si toute la compétence petite enfance, tout remontait au niveau de l'échelle EPCI? Et là, c'est un petit peu compliqué, parce que quand on prend les crèches, je prends un autre exemple, service à la population, personnes fragiles, handicapées, portage de repas, vous voyez, tout ça, c'est structuré par la société civile. Tout à l'heure, le poids des associations, l'importance des associations a été évoqué. Et là, on voit que beaucoup d'intercos, en fait, subventionnent des associations qui font très bien le boulot et qui l'ont fait même avant les élus. Voilà. Donc là, on s'est dit, là c'est un peu compliqué de mettre tout ça à l'échelle de l'EPCI, d'harmoniser tout ça au niveau du territoire. Conservons ça, ça fonctionne bien, conservons ça à l'échelle du CIVOM. Et au niveau du pacte qu'on a à écrire, ça a été évoqué également, au niveau du pacte, sachons conserver ces structures-là, les aider aux endroits où elles sont fragilisées, les mettre en place aux endroits où elles n'existent pas, de manière à ce qu'il y ait un service à la population, justement, qui gagne en puissance au fur et à mesure du temps. Voilà. Vous avez parlé de crèche, vous avez réussi à en faire une, non? Vous étiez bien battu là-dessus. Alors, Ioldi-Ostibaré, là, on en a fait 2.
Parce que voilà, soit on fait pas, soit on en fait 2. Voilà. Donc effectivement, on a réussi à en faire 2, oui. Mais une fois qu'on avait fait les crèches, après on pouvait plus faire la maison de santé, vous comprenez? Donc on a choisi entre les enfants et la santé, en considérant que les enfants tombaient moins malades que... Hein, d'accord? Donc voilà, vous voyez tout le débat. Le débat, c'est on veut être proche de la population, amener les services. S'il faut choisir, c'est pas bien. Le PCI, c'est une formidable opportunité à ce niveau-là. Parce qu'on parlait de la petite enfance, les schémas stratégiques peuvent être considérés à l'échelle de l'EPCI. Voilà. Quand il s'agit de mutualiser, des remplacements, etc., mais tout ça, ça peut se considérer justement dans un ensemble plus grand. Voilà. Et donc, finalement, on avait le double objectif, assumer la proximité, garantir la proximité, et également assurer également et promettre en fait un service de meilleure qualité, de plus grande envergure, et qui tend vers l'homogénéisation à l'échelle du Pays Basque. Vous étiez justement dans l'atelier service à la population, de fait, parce que vous avez senti que c'était un besoin pour toutes les communes comme vous, qui sont un peu qui sont en manque de ça. C'est la priorité pour vous? Oui, bien entendu. Sans service, ben, nos petits villages ont des difficultés, ils meurent, alors qu'ils ont des atouts formidables. Tout à l'heure, j'entendais parler du prix au mètre carré. À Ostabat, c'est à 23 € le mètre carré. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. La mairie n'est pas ouverte tous les jours, mais vous trouverez. Donc, oui, bien sûr, ce service-là, il était extrêmement important. Et puis, je veux dire, ces ateliers d'Asparin, ils ont permis également de mieux nous connaître. Hein, parce qu'effectivement, il y a des élus, on est passionnés, etc., on se côtoie, etc. Mais là, finalement, ça a été une formidable occasion pour nous connaître. Et puis aussi casser des préjugés, casser des petites caricatures. Vous voyez, quand on pense toujours que le service, il est toujours meilleur sur la côte. Eh ben, j'ai découvert le maire d'Urcuit, M. Bidegaraï, très intéressant, et on a co-animé l'atelier ensemble. Et j'ai découvert avec lui que, par exemple, un enfant d'Ostabat avait plus de chances d'apprendre à nager pendant les activités scolaires, parce que les piscines étaient disponibles. Finalement, on pouvait aller sur Saint-Jean-Pied-de-Port, on pouvait aller sur Saint-Palais, on pouvait aller sur Mauléon, vous voyez, 3. Plutôt qu'un enfant d'Urcuit. Vous voyez, parce que là aussi c'est pareil, sur les créneaux horaires, les piscines sont prises sur les piscines municipales, et donc là aussi on a décidé entre élus qu'il y avait des piscines d'intérêt communautaire, et ça à l'échelle de l'EPCI. Puis voilà, donc vous voyez, il faut casser un petit peu les préjugés, c'est intéressant, on a des avantages, voilà, les territoires ont des avantages, des inconvénients, et si on harmonise tout ça, on peut avoir un formidable Pays Basque qu'avec des avantages. Ah ben voilà, alors là... Merci beaucoup. Bon, je crois qu'on va aller là-bas construire. Ben oui, la gestion des déchets, ça fait quand même partie aussi de ses priorités. Alors on a quelqu'un là qui quand même, dont c'est la partie Misota. Je vous tends ce magnifique micro. Oui, merci. Donc vous, quand même, vous êtes dedans depuis de nombreuses années. Dans les déchets, non pas toujours, mais... Alors, il va falloir essayer d'en sortir, ça va être difficile, mais vous savez qu'ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider. Tous sont là pour vous aider, tous ont décidé de faire une PCI générale. Ça va aller, ça va aller, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, je pense que si on est là, et je répondrai un peu à une intervention qui a été faite tout à l'heure, où on dit, oui, dans l'avenir, il va falloir associer la population, la société civile. Alors la réponse à la société civile, elle est déjà là, elle était peut-être un peu avant les élus d'ailleurs. Voilà. Et si on est là aussi ce soir, c'est parce qu'il y a eu de magnifiques mobilisations populaires et citoyennes. Voilà. Alors, ils n'étaient pas invités ce soir au débat, mais je vais quand même évoquer aussi la plateforme Batera, qui quand même depuis des années a œuvré sur ce terrain pour associer l'ensemble de la population. Donc je réponds à Payot, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas demain, ce qui s'est fait hier. Et les élus, nous sommes aussi, enfin maintenant je suis élu, je n'ai pas toujours été, héritier de ce qui a bougé sur ce territoire, où avec une constance absolument extraordinaire, on fait 2 tiers, 1 tiers. Si vous regardez le dernier sondage de Sud-Ouest, je ne sais plus sur quoi il posait la question, mais c'était lié à ça, là. Le dernier sondage, on fait encore 64% et le reste du monde. Donc, moi, je suis très optimiste pour la fin du mois de mai. Voilà. Mais moi, je pense que s'il y a un territoire où la population bouge, se manifeste et participe, on n'est pas trop mal. Voilà, alors, enfin, c'était pas les déchets, mais... Non, mais justement, mais attendez, c'est quand même quelque chose de primordial. Je veux dire, est-ce que cette PCI va amener une évolution? Est-ce que ça va être plus simple? Parce que tous les syndicats, vous avez quand même monté un syndicat pour ça. Est-ce que ça va être...
Plus simple. Allez, devant Alain Pierre, je ne vais pas dire que j'ai monté un syndicat pour ça. Mais bon, il n'aurait pas été là, je l'aurais dit. Mais plus simple. Je pense que dans les thématiques sur lesquelles vous posez la question, la réflexion est la même. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour être plus opérationnel et plus pragmatique et répondre à des défis qui, sûrement, hier ne se posaient pas avec autant d'acuité. Les déchets, les problématiques de l'eau, les problématiques de l'air, on pourrait en parler d'autres. Et qu'est-ce qu'il faut faire au plus près pour rendre un service efficace? Je crois que la réflexion dans tous les ateliers, j'ai écouté tout le monde, c'est la même chose. C'est-à-dire, si on prend les déchets, il est évident que pour ce qui est de la collecte, que vous connaissez tous, on peut avoir une réflexion d'orientation très stratégique au niveau, disons, de la communauté d'agglomération. Mais après, pour exercer au plus près, dans la proximité, faire les meilleures collectes, voire avoir des systèmes qui peuvent être différenciés, on n'est pas obligé de faire la collecte des déchets en milieu rural, comme on l'a fait un habitat vertical à la rue Gosse. On comprend bien que si on veut tout faire pareil, ça ne va pas du tout marcher. Donc, qu'est-ce que les élus vont maintenir dans une réflexion de proximité, en tenant ça sur, je pense, les anciens territoires? Je vois Dominique Bosque, là, qui est président de la communauté commune de Soule. Eux, au 1er janvier 2017, ils mettent en place la redevance incitative. Ils font une expérience, ça va être très intéressant et on va regarder comment ça se passe. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut dupliquer ça. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, les grandes réflexions stratégiques sur comment on veut traiter cette problématique au niveau du Pays Basque, alors là, elle a tout intérêt à le partager ensemble. C'est Peyo Lagaray, l'autre jour, parlait de la table du territoire, et je crois qu'autour de cette table du territoire, ça m'a beaucoup plu, il y a beaucoup de monde qui peut venir, et bien entendu, les réflexions ne sont pas qu'entre élus. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on tient à tenir comme ça, et au contraire à partager. Bon, après, ce qui est du traitement, de la valorisation des déchets, bon, c'est Bill Tagarmi, voilà, que j'ai la chance de présider maintenant, mon prédécesseur est là, bon, qui a aussi, là, c'est quand même, on a à la fois des services déjà déconcentrés, on a des outils pour travailler entre Canopia, ici sur Bayonne, et en sous le Mendishka. Donc voilà, simplement dire que ce syndicat en 2010, eh ben, il ne valorisait que 30%, 2010, 32 ou 3, 22%, et que nous allons valoriser 80 à 85% de nos déchets fin 2015. Voilà, donc du boulot qui est fait, les outils sont en place maintenant, et donc il y a à la fois un syndicat qui travaille, il y a des réflexions stratégiques, mais c'est aussi des réponses qui ont besoin d'être efficaces et de proximité. Pour l'eau, c'est pareil. Alors c'est beaucoup plus complexe, l'eau, que ce soit l'eau potable, l'assainissement ou la gestion des milieux aquatiques. Là, on a 3 grands chantiers, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. D'aucuns veulent qu'au 1er janvier, on fasse tout. Hein, bon, ça... Voilà, moi je pense qu'on a 3 ans pour réfléchir dans chaque thématique, et ce sera les mêmes questions qui se poseront. Il y a une myriade de petites régies qui servent une eau potable, certes pas chère, mais qui va devoir répondre maintenant protection des sources, respect des normes. Ça va considérablement devenir plus lourd. Le conseil départemental, il faudra plus trop l'attendre sur ces thématiques. Je pense que c'est le moment, là aussi, ensemble, de voir comment on peut gérer ces compétences en rendant le service de qualité, de proximité, de qualité possible, et en ayant voilà, l'eau, c'est le grand bien de l'humanité, et je crois ça va être une magnifique réflexion commune. Et moi, j'ai confiance dans cette intelligence collective qu'on a partout, mais ici particulièrement. Et puis, il faut qu'on continue, parce que comme le Conseil des élus, le Conseil de développement, ça n'existera pas. Ça fait quand même des années qu'on prend beaucoup de plaisir à batailler ensemble, voire quelquefois à s'engueuler. Moi, ça m'embêterait que ça s'arrête. Voilà. Bon, un scoop, le Conseil du développement n'existera plus. Ah, non, sous cette forme-là. C'est-à-dire que le travail que nous faisions, Conseil des élus, Conseil développement avec un Conseil direction, n'existera plus. Cette forme-là n'existera plus. Et après, d'ailleurs, c'est voilà, le Conseil, c'est la loi. Non, c'est pas qu'on y tienne, mais c'est la loi. Alors on va être obligé. Voilà. Autrement, si on avait eu le choix.
Mais en gestion, par rapport à tout ça, tout ce qui est un petit peu écologie, tout ce qui est traitement des déchets et l'eau, le nouvel EPCI va avoir plus de... Je commence à être fatigué. Le nouvel EPCI va avoir plus de compétences, ou c'est pareil, c'est-à-dire que les compétences... Mais déjà, il va les avoir, parce qu'on n'a aucune réflexion sur ces thématiques-là à l'échelle du Pays Basque actuellement, sauf au sein du Conseil des élus, Conseil de développement. Et là où ça se bloque, c'est dans l'opérationnalité, parce qu'après, c'est assez compliqué. Le Conseil des élus, on ne le répétera jamais assez, que c'est une association, loi 1901. Donc là, on va devenir une collectivité avec des moyens et des possibilités d'agir. Et les grandes questions aujourd'hui, c'est la transition énergétique, la transition écologique. Voilà, c'est un territoire qui est TEPCV maintenant, donc je travaille avec Sylviane Allo, où il y a beaucoup de réflexions sur et avec derrière des enjeux très économiques, parce que l'écologie rime avec l'économie. Quand on développe une filière bois, on remet des filières en place, on remet de l'activité économique en place. Quand on réfléchit sur bien d'autres thèmes, bon, on vient de terminer sur l'AGBA une réflexion sur l'agriculture périurbaine, avec la volonté certaine de remettre du maraîchage au sein même de l'agglomération. On ne fait pas que des âneries à l'AGBA. Donc, je veux dire, et tout ça, il y a de l'économie derrière. Et ces réflexions-là, ben, les élus, il y a 10 ans, 15 ans, voilà, je parle sur le contrôle des grands anciens, ben, c'était pas le quotidien. Ça devient le quotidien parce qu'on doit répondre à des problématiques qui sont celles de maintenant. Ben, on était peut-être dans une ère, on faisait les bâtisseurs, on faisait des zéniths et tout ça. Maintenant, on fait des recycleries, des déchetteries. Bon, c'est moins glamour, mais c'est utile. Ouais. Je ne vais pas avoir des concerts dans des déchetteries. Voilà. Mais l'inverse. Ah, on ne sait jamais. Il se passe merci plein beaucoup. de choses. Profitons-en. Elle est là aussi. Marthe Bizota est là. Et d'autres, si vous avez des questions sur ces domaines qui sont aussi bien vastes. On le voit ici. On voit quand même avec la question clé. Non, mais je crois que vous n'existez plus là-dessus. Oh, mais, oh, pardon. TEPCV, c'est territoire à énergie positive. Non, parce que nous, on a tellement l'habitude de l'entendre, hein, c'est plus que... Voilà, territoire à énergie positive. Et donc, en fait, c'est aujourd'hui, on a eu... Enfin, voilà, ils ont annoncé, donc, dans le Conseil des élus, donc c'est un budget de 2 millions d'euros, donc, qui finance des projets, donc, autour de l'environnement, de l'énergie renouvelable, voilà, sur le territoire. Et oui, le Conseil de développement existera, c'est ça qu'elle voulait dire, Martine, mais dans une autre forme, voilà, peut-être. Alors voilà, et tout le monde a été positif. Là, tout d'un coup, comment ça peut-être ? Je pense qu'on a bien compris ce qu'elle voulait dire. Sous une autre forme, c'est le principal. Donc, des questions là-dessus. Il y a quand même pas mal, ça englobe pas mal de thèmes. Ça englobe le sport, la culture, les maisons de retraite, pas mal de choses. Le développement durable, évidemment. Mais sinon, c'est pas un problème. Mais c'est pas un problème parce qu'on a encore un... On a... Ah, ils sont là-bas. Non, moi, Claire Célange, CFDT. Moi, je vais tenir sur le maintien à domicile, enfin, tout le secteur sanitaire et social. Une réflexion à l'échelle du Pays Basque. C'est quand même quelque chose d'assez novateur. Quand on voit les installations des établissements d'accueil des personnes âgées, les centres hospitaliers, les maisons de santé, une réflexion globale sur l'ensemble du territoire, c'est nécessaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un déséquilibre démographique de la population médicale et paramédicale. Et c'est vrai qu'une réflexion est nécessaire à ce niveau-là. On se rend compte qu'on ne maintient pas... la politique sur les personnes âgées n'est pas la même selon qu'on est en ville ou selon qu'on est à la campagne. Le maintien à domicile n'est pas le même. Les institutions ne sont pas les mêmes. On n'a pas les mêmes services. Et on peut trouver des services communs. Aujourd'hui, on voit des services d'accueil de jour qui se développent au Pays Basque, à l'intérieur du Pays Basque, notamment avec les maisons de retraite du Sturitz et Yoldi, qui travaillent sur un service commun. Alors, je sais pas comment. Je crois que c'est sur un groupement avec d'autres maisons d'établissements de Saint-Palais. Ce sont des services qu'on ne trouvait pas à l'intérieur, que maintenant on voit se développer. Ça tient aussi à l'évolution de la démographie de la population et de la démographie aussi des personnes âgées.
Et c'est très important, une réflexion sur l'ensemble du territoire est nécessaire. Avant, on réfléchissait au niveau des Pyrénées-Atlantiques. Et les réalités du Béarn ne sont pas celles du Pays Basque. Et on a vu des retards sur des programmes, sur des gels de programmes sur les EHPAD. Pendant quand même 8 ans, on n'a pas eu une seule construction d'EHPAD dans les Pyrénées-Atlantiques sur une décision de Pau, alors qu'on avait quand même des besoins sur le Pays Basque. Pas uniquement dans la côte, mais à l'intérieur aussi. Milesker hainitz lan eman bituzte. Peut-être possible de vous lever, comme ça on peut vous voir et voir qui parle. C'est vrai que, je suis désolé, hein, mais je pense que c'est peut-être plus simple. Merci. Bon, milesker hainitz, bon, hainitz lan eman bituzi, eta guk ere, azkenean, bilo xuriak baditugu, ordean lan eman dugu. Ma question, alors j'étais en train de remercier tout le monde, et entre autres tous ceux qui ont travaillé aux ateliers, au Conseil de développement, et à nous-mêmes, pour avoir travaillé sur ce territoire Pays Basque depuis X années. Et ma question, mon observation est un peu transversale, puisqu'après on parle avec la culture et de la langue basque. Ma question est transversale. Pourquoi? Moi, je représente l'association Emastec Dioté, qui est à Asparnay. Et après la marche mondiale des femmes, à la mairie d'Asparin, nous avons proposé de travailler l'idée d'un plan d'égalité femmes-hommes au niveau de tout le Pays Basque, sachant que le Pays Basque Sud, et là je rejoins Madame Bergougnan, sachant qu'au Pays Basque Sud, c'est à côté, il y a des expériences de longue date, même s'ils ne font pas des miracles. Mais je crois que ça vaut le coup que ça soit, qu'il y ait un rapprochement, voilà, avec le gouvernement basque et avec certaines communes, sachant qu'en France et en Europe, il y a aussi des expériences constructives. Donc, d'une part, au point de vue gouvernance et EPCI, et donc on demandait à M. Inchospé de porter ça au niveau de l'EPCI, de porter notre proposition. Et la seconde proposition, qui est plus récente, c'est plus à la société civile, mais là aussi, c'est le gouvernement basque qui impulse ça, des ateliers ouverts aux hommes, parce que hommes ou femmes, nous ne sommes pas seulement producteurs ou productrices de biens, mais nous sommes des êtres vivants avec des émotions, avec du mal-être, du bien-être. Et au Pays Basque Sud, ils ont mis en place des ateliers, dont une association qui travaille avec les centres de formation, avec les entreprises, et plusieurs autres associations qui travaillent avec les associations 1901 et la société civile. Alors nous, on vous demande, puisque nous avons décidé au Pays Basque de sortir du conservatisme, d'innover, d'harmoniser, de travailler ensemble, nous vous demandons d'aller au-delà de ce qui se fait aujourd'hui, tout en prenant en exemple la mairie de Bayonne, puisque c'est elle qui a démarré un observatoire contre les violences faites aux femmes, et grâce à Martine, entre autres, Milesker hainitz. C'est la mairie d'Asparin, Pays Basque intérieur, qui intervenait du milieu rural à cet observatoire. Maintenant, nous vous demandons d'aller au-delà, de créer, de travailler plan égalité femmes-hommes, de travailler sur la société civile, que les hommes puissent être autre chose que producteurs, que productrices. Voilà un avis intéressant. Ça nous permet peut-être même, oui, le rapport est quand même assez clair, ça nous permet de passer au dernier thème qui est assez important, très important, qui est la culture et puis la langue. À moins qu'il y ait une question, de toute façon elle peut poser aussi là-dessus. Bonsoir, Isabelle Capdeville, je représente l'Interamap Pays Basque, mais je parle aujourd'hui en tant qu'habitante du Pays Basque. La population du Pays Basque bouge dans tous les sens, tous les jours. On peut partir de Mauléon le matin, où on a dormi, venir travailler à Bayonne, et puis s'arrêter à Saint-Palais le soir pour une réunion, et puis revenir à Mauléon. Aujourd'hui, on a l'impression, avec des élus qui ne sont pas d'accord pour qu'il y ait cette unité, qu'il y a encore des gens qui n'ont pas compris qu'on ne peut pas s'accaparer la richesse
de celui qui est parti de Mauléon le matin, qui est venu travailler à l'Estia et qui va repartir par Saint-Palais et repartir dormir à Mauléon, que toute cette richesse qui est créée par cet individu doit rester que sur un seul petit territoire. Cette richesse, elle doit être partagée par tous. Parce que celui qui loge, celui qui anime, celui qui va faire un spectacle culturel à Saint-Palais pour divertir cette personne de Mauléon qui est venue travailler à Bidart, eh bien tous ont une responsabilité par rapport à notre vie de tous les jours. Alors on doit partager cette richesse. Certes, il y a des endroits où on a la chance d'avoir des super zones industrielles. Certes, on a la chance que, historiquement, eh bien, il y a une super école d'ingénieurs qui se soit logée à un endroit. Mais c'est l'effort de tous qui a permis de faire tout ça. Et aujourd'hui, quand Ailette nourrit Anglette, alors qu'il y a eu des décennies où c'était plutôt l'inverse et où les Anglois étaient capables de se nourrir, eh bien, aujourd'hui, il faut comprendre qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre si on va acheter des légumes ailleurs. Merci. C'est vrai que, je pense que vous êtes à peu près tous dans ce cas-là. Moi, quand j'étais gosse, Anglette, il y avait des maraîchers partout. Et il y avait surtout le piment d'Anglette. C'était aussi célèbre que le piment d'Espelette, quoi. Et piment d'Anglette, moi, j'en ai mangé gosse tout le temps. Je ne sais pas s'il y en a encore. Enfin, voilà. Je ne sais pas. Donc, culture et langue, oui, culture et langue, je ne sais pas si c'est une compétence centrale de l'EPCI, mais en tout cas, tous les élus en ont fait vraiment un axe important, parce que c'est vrai que c'est quand même très, très, très important. On y est au Pays Basque, il y a l'identité, la culture, la langue, toutes les cultures présentes aussi. Alors que je ne sais pas, je n'ai plus envie de me lever, moi. Il y a quand même, je vois pas mal d'acteurs justement culturels dans la salle. Oui, il y a Jean-Claude Iriart quand même qui est là. Jean-Claude, ça serait peut-être bien que nous parlions, parce que, syndicat intercommunal de soutien à la langue basque, vous êtes en cœur du problème, si problème il y a, mais je ne pense pas qu'il y a problème. Ça va changer quoi, cette EPCI globale? Oui, je pense qu'il y a quand même encore un problème majeur dans la société du Pays Basque aujourd'hui, c'est que malgré tous les efforts qui ont été entrepris dans le sens de la promotion de la langue basque depuis des années, par le secteur associatif tout d'abord, par les acteurs publics ensuite, cette langue, elle continue quand même de décliner. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on dit, malgré tout ce qu'on entend, malgré tous les discours et toutes les intentions, la tendance lourde, c'est que le Pays Basque d'aujourd'hui, il est toujours de moins en moins bascophone. Voilà, donc il y a un vrai problème. Voilà, donc c'est sûr que le PCI Pays Basque, c'est perçu comme étant un espoir, une chance de pouvoir, dans le prolongement de ce qui a déjà été entrepris, de pouvoir effectivement aller encore plus loin et vraiment créer les conditions qui garantissent la pérennité de cette langue basque sur notre territoire. Voilà, donc ça passe forcément d'abord par le fait que cette PCI doit se doter de cette compétence, qu'on appelle maintenant compétence en matière de politique linguistique, se doit dans la totalité de ces domaines de compétences de promouvoir l'usage de la langue basque, de la promouvoir aussi auprès des citoyens, et de faire en sorte aussi que cette PCI, du coup, ça sera un peu c'est une institution qui s'organisera à l'échelle de l'aire linguistique du Pays Basque, pour ce qui concerne ce côté-ci de la frontière, bien évidemment. Et donc, on attend beaucoup aussi de ce PCI pour être ensuite le porte-parole de ce territoire. Voilà. Donc, être exigeant vis-à-vis de lui-même et être exigeant vis-à-vis aussi des autres institutions, l'État, la région, le département, qui de toute façon continueront à avoir des responsabilités aussi en matière de politique linguistique. Voilà, ça c'est pour la langue. On parle de la culture. Et déjà, je pense qu'il y a des orientations qu'on dû être actées, non, quand vous avez fait les ateliers? Oui, sur en lien avec la langue aussi, deux mots peut-être sur le fait que les élus ont été unanimes aussi pour dire qu'en matière au-delà de la langue, il y a aussi la culture basque. On finira peut-être par, dans culture basque, il y a culture. Donc, il n'y a pas d'un côté la culture, de l'autre côté la culture basque. Il y a un croisement permanent entre les deux. Mais il y a eu la volonté effectivement de considérer que le PCI Pays Basque, à la fois en matière de politique publique de soutien à la culture basque, et aussi en matière de politique publique de soutien à la langue et la culture gasconne, se devait de se doter aussi de cette responsabilité-là. Voilà, donc ça,
avis unanime des élus qui ont participé à cet atelier pour considérer que ça devait faire partie, dès la naissance de l'outil, de ses compétences et de ses responsabilités. Et au-delà de ce qui est propre à notre territoire, il y a aussi en matière de politique culturelle, il y a eu la volonté effectivement de profiter de la création de cette PCI pour dépasser le stade actuel où les situations sont très hétérogènes. Hein. Par exemple ici sur le périmètre de l'ACBA, l'ACBA n'a pas de compétences culturelles. Bon, pour autant, elle intervient par exemple dans l'enseignement artistique, hein, mais en Pays Basque intérieur, on va avoir aussi des situations très différentes, des intercommunalités qui ont pris à bras le corps la question culturelle, d'autres qui ont été beaucoup plus discrètes sur ce champ-là. Donc on part d'une situation très, très hétérogène et il a semblé au moins important que le PCI Pays Basque soit l'occasion, en matière en particulier de spectacle vivant, d'éducation artistique et culturelle, voilà, d'enseignement artistique, hein, parce qu'on sent bien que sur ces trois compétences-là qui se croisent forcément les unes par rapport aux autres. Déjà pas mal de PCI, en particulier sur le Pays Basque intérieur et la communauté d'agglo Sud Pays Basque aussi, hein, développent des politiques ambitieuses en la matière et que c'était vraiment à l'échelle du Pays Basque qu'on pouvait aussi aller chercher une plus-value. Bon, ça paraît assez évident dans le domaine du spectacle vivant par exemple, hein, où quand on parle de création, d'aide à la création, de programmation de spectacles, de diffusion. Bon, ça fait bien longtemps que nous tous, enfin, en tout cas moi et j'imagine tout le monde, on ne cantonne pas nos pratiques culturelles au périmètre des communes, ni même des intercommunalités actuelles. Hein. Forcément, on va chercher des spectacles intéressants, on va chercher à se nourrir culturellement là où on peut effectivement avoir la possibilité de le faire. Donc, aller chercher cette échelle-là pour ces compétences culturelles-là, c'est certainement une plus-value du coup qui peut permettre d'aller aussi vers une politique homogène, soucieuse d'une prise en compte de la totalité du territoire, hein, parce qu'en matière de culturel, c'est important d'irriguer la totalité du territoire. Et quand on dit irriguer, c'est aussi les zones rurales, mais c'est aussi la totalité des quartiers urbains. Hein, donc, parce que l'inégalité face à la culture, elle est aussi dans le monde urbain comme dans le monde rural. Et réfléchir à l'échelle d'un ensemble qui englobe le rural et l'urbain, c'est certainement une opportunité pour faire mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Si quelqu'un veut réagir là-dessus, de toute façon, c'était très très bien exposé, c'est clair. Non, je crois que vous avez fait l'unanimité. Vous avez fait l'unanimité. Ben à ce moment-là, Caroline Philippe, ça serait peut-être bien de conclure, je pense. Gaihu Noer, bon, moi je suis Johanna Hoki de l'association ASI à Ansoul. Et voilà, tout au long de la soirée, on a parlé des jeunes, que les jeunes c'est l'avenir du territoire, il paraît. Mais c'est pas beaucoup de jeunes qui ont dit ça. Alors on parle de jeunes, on dit pour garder des jeunes, il nous faut une université, de la formation. On dit il faut du boulot, des emplois. Les jeunes, il faut les loger. Ben, certes, c'est vrai, hein, si on ne peut pas se loger, si on ne peut pas travailler, on va partir ailleurs. On aura plein d'opportunités ailleurs. Mais c'est aussi peut-être un schéma un peu ancien. Enfin, je ne sais pas, mais le schéma travail, maison, et voilà, je m'installe et je suis content. Et peut-être que maintenant, les jeunes aussi, ils bougent beaucoup. Les jeunes, ils ont envie de voyager, de bouger. Ils sont beaucoup sur les médias, Internet. Et peut-être que ce qui les retient ici, ce n'est pas que l'emploi, le logement. Si ailleurs, on aura des propositions d'emploi qui peut-être nous passionneront, des salaires peut-être bien meilleurs pour ceux qui veulent faire carrière.
Et peut-être qu'il y a aussi d'autres choses qui nous retiennent ici, c'est l'attachement au territoire. Et aussi, ce que je vois ici, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans le milieu associatif, dans plein de projets. Et ça, c'est aussi des choses qui retiennent les jeunes ici. Et je crois que peut-être dans cette collectivité, il faudrait aussi donner la parole aux jeunes. Et si c'est l'avenir du territoire, leur demander de quoi ils ont besoin. Alors souvent, typiquement, on nous répond, impliquez-vous dans ces structures, soyez élus. Il n'y a pas beaucoup d'élus qui sont jeunes. Allez au conseil de développement, participer au débat. Ça ne nous fait pas toujours rêver. Voilà. Et peut-être qu'il y a aussi d'autres moyens d'écouter les jeunes, même si c'est important qu'on vienne, oui, bon, d'accord. Mais il y a aussi d'autres moyens d'écouter les jeunes. Et justement, là, je vais parler en tant qu'ASIA, on est une association de jeunes. Il y a d'autres associations de ce type, que ce soit en Basse-Navarre, Garassi, Baïgori, d'autres mouvements de jeunes, que ce soit par le biais du sport, que ce soit la culture. Mais finalement, on s'implique dans des choses qui nous font rêver peut-être, ou qui nous plaisent au moins. Et je crois qu'il faudrait vraiment donner une place à toutes ces structures de jeunes, sous leurs diverses formes, dans cette nouvelle collectivité. Parce que finalement, pour écouter les jeunes, il faut peut-être regarder qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs projets dans ces différentes structures. Et ça pourra donner des pistes sur les besoins des jeunes. Alors, badut hitzbat bakarrik shiberotares, Eskerik Heinitz, voilà, c'était mon mot en sultan. Alors justement, je sais que le conseil de développement, ça a l'air un peu barbant comme ça. C'est vrai, de temps en temps, c'est un peu barbant, on se le dit, mais c'est pour la plupart du temps assez passionnant. Et mon prédécesseur, donc Jean-Baptiste Etcheto, lorsqu'il était président, on a fait un avis sur la jeunesse. Et justement, ce que tu dis, c'est hyper vrai. Et on est parti donc à la rencontre de plein de jeunes d'ici et d'ailleurs. Et donc, on a un avis sur la jeunesse avec plein de pistes d'action. Et une des actions, c'était possible, c'était de créer donc un conseil des jeunes. Et donc c'est justement comme ça que du Pays Basque aux grandes écoles, l'association donc est venue donc au Conseil de développement. Et bon, là on est un peu dans la réforme institutionnelle, donc que nous aussi nous allons nous réformer, mais dans l'avenir on a pleinement comme objectif de voir comment travailler avec des structures de jeunes sur le territoire. Ma chère, si vous voulez garder le micro pour une petite conclusion et peut-être surtout déjà rappeler les dates, rappeler ce qui va se passer, la chronologie des événements à venir, peut-être. Bon. Alors, Milesker et Toririk, je voudrais saluer donc, la présence, merci donc, à tous les élus qui se sont rendus dispo donc, pour venir et pour nous parler donc, de vos travaux que vous faites depuis 6 mois. Je pense que justement la société civile et les élus, donc, on n'a jamais été aussi proches parce qu'on travaille ensemble, main dans la main, là, sur ce projet. Je voudrais aussi saluer la présence de Batera qui a été invité. Donc, ce que tu ne savais pas. Voilà, parce que justement, grâce à la société civile, c'est vrai, voilà, ce territoire bouge et peut-être bouge beaucoup plus que d'autres territoires dans notre hexagone. Voilà, et donc je voudrais saluer aussi le travail assez extraordinaire, exemplaire de Batera. Voilà, donc Milesker, vous allez avoir, donc je vais faire un petit mot de la fin, je vais vous expliquer un peu ce qui va se passer, nous, Conseil de développement dans les mois à venir. Après, vous avez un petit tiap, donc c'est possible donc, de refaire le monde encore après. Donc dans les mois qui viennent, donc, dès le lendemain du vote, dès qu'on sait ce qui va se passer, EPCI ou pas EPCI, le Conseil de développement va réfléchir à son avenir.
Et donc, vous allez recevoir à nouveau un email de notre part, puisque nous allons donc organiser des conférences de territoire sur qu'est-ce que c'est la société civile de demain, qu'est-ce que c'est le conseil de développement de demain, quels sont les sujets sur lesquels nous allons travailler, et puis surtout, quelle sera la co-construction avec vous, les élus, de demain. Donc ça, c'est à venir, à partir, je pense, du mois de juin. Et Milesker Houndibat Denner, merci beaucoup d'être venu, et bon appétit.